vous avez un contrôle immense. Et même après avoir un cancer, vous avez du contrôle. Nous avons du contrôle des deux côtés, à la fois la prévention et la gestion. Nous pouvons contrôler cela parce que nous comprenons quelle est la nature de la maladie. Alors, pourquoi les gens attrapent-ils le cancer? Eh bien, euh, vous savez, il y a beaucoup de choses. Nous les appelons des facteurs de risque. Il y a beaucoup de facteurs de risque qui influenceront la façon dont les cellules produisent de l'énergie. Et vous attrapez le cancer en endommageant la capacité d'une cellule de votre corps à générer de l'énergie en utilisant l'oxygène. Comment cela se produit peut être dû à n'importe lequel d'un certain nombre de ce que nous appelons des facteurs de risque secondaires. Le facteur de risque principal du cancer est l'endommagement de la capacité respiratoire de la cellule pour générer de l'énergie en utilisant l'oxygène. D'accord. Cela pourrait donc être dû à des agents chimiques cancérigènes, à une exposition à des produits chimiques, à une exposition chronique à des agents chimiques cancérigènes, à une exposition aux radiations, inflammation chronique, hypoxie intermittente, mutation héréditaire rare, le simple fait de vieillir. Les virus oncogènes. Il existe certains types de virus qui causent le cancer. Chacun de ces facteurs secondaires a le potentiel d'endommager la respiration dans une cellule de notre corps, provoquant la perte de contrôle de la croissance de cette cellule et sa transformation en cancer. Donc, cela s'appelle ce qu'on appelait les paradoxes oncogéniques. En d'autres termes, comment est-il possible que nous puissions avoir tant de choses différentes? Par exemple, si une personne, 2 ou 3 personnes ont un cancer du sein, elles ont toutes ce qu'on appellerait un cancer du sein clinique, mais l'origine pour chaque personne peut avoir été différente, bien que le résultat soit très, très similaire. On pourrait dire la même chose pour le cancer du poumon, le cancer du côlon, le cancer de la vessie. Diagnostic de cancer de la vessie. D'accord, vous avez un cancer de la vessie. C'est un stade 1, 2, 3 ou 4. Un cancer de la vessie peut être causé par un carcinogène chimique ou par le tabagisme chronique. Le résultat final est qu'il y a eu des cellules endommagées dans la vessie. Cela a causé une dérégulation de la croissance cellulaire, généralement une perturbation chronique, de la respiration, menant à une croissance dérégulée dans cette cellule de cet organe. Mais vous pouvez choisir n'importe quel organe, une prostate, un sein, un foie, un poumon, un cerveau, un côlon, un estomac, peu importe. L'origine est similaire dans le fait que la respiration aurait été endommagée dans une cellule par un certain nombre d'agents provocateurs qui auraient pu être présents. Ouais. Donc, pour un cancer donné, il y a de nombreuses voies pour développer ce cancer, mais elles impliquent toutes à un moment donné de ce parcours. Un dommage à la capacité respiratoire de la cellule. C'est exact. Et cette cellule perd alors son contrôle de la croissance. Et la définition du cancer est une croissance cellulaire incontrôlée. Beaucoup de gens, je pense, croient qu'il y a une forte composante génétique à cela, mais je vous ai entendu dire que le cancer est en grande partie d'origine métabolique. Expliquez-nous cela. Quelle est la différence et quel rôle jouent les gènes? Eh bien, vous savez, vous avez 2 types de problèmes génétiques. L'un est dans la lignée germinale. Vous pouvez hériter d'un gène qui augmenterait votre risque de cancer, comme la mutation BRCA1 dont vous entendez parler chez les femmes qui ont un cancer du sein. Donc, c'est un gène hérité que vous transmettez d'un membre de la famille à un autre membre de la famille. C'est dans la lignée germinale, vous l'héritez. Quelqu'un avec cette mutation a environ 50 à 55% de chances de développer un cancer du sein, mais pas 100%. Donc, cela signifie que c'est un facteur de risque secondaire. Ce n'est pas un facteur de risque primaire. La personne qui développe un cancer du sein, qui hérite du BRCA1 et développe un cancer du sein, les cellules tumorales dans les seins de cette personne ont une respiration oxydative défectueuse. Donc,
Pourquoi la mutation que vous avez héritée cause une respiration dysfonctionnelle chez une personne et pas chez une autre personne avec la même mutation n'est pas clair. Donc, en d'autres termes, parce que si la mutation était 100% pénétrante, ce qui signifie que chaque femme qui hériterait de cette mutation développerait absolument un cancer du sein à un moment donné de sa vie, alors cette mutation serait considérée comme la cause principale du trouble. Le fait que toutes les personnes qui héritent de la mutation ne développent pas le phénotype, qui est le cancer du sein, signifie que c'est une cause secondaire. Mais chaque femme qui développe le cancer à partir de cette mutation a des dommages à la respiration dans les cellules de la tumeur. Donc clairement, la mutation a endommagé les personnes qui ont le cancer du sein, les personnes qui ont la mutation et développent le cancer du sein, ces personnes-là, et pour ces personnes, la mutation a endommagé leur respiration. Pourquoi une autre femme avec la même mutation n'a pas endommagé sa respiration, nous ne sommes pas vraiment clairs. Donc, les deux. Donc, c'est une mutation germinale. La théorie des mutations somatiques du cancer dit que les cellules cancéreuses accumulent des mutations provenant de divers endroits. Et ce sont les mutations, ces mutations somatiques, elles ne sont pas héritées. Elles sont acquises par le mode de vie et simplement en vivant sur la planète. Ces cellules cancéreuses ont un grand nombre de mutations somatiques. Ce sont des mutations non germinales et les gens disent « Oh, chaque tumeur que nous examinons, nous voyons toutes ces mutations somatiques. » Par conséquent, les mutations somatiques doivent être responsables de la croissance cellulaire dysrégulée. Et la réponse est non. Ces mutations somatiques sont des effets en aval des dommages à la respiration. Donc, le dommage à la respiration est le numéro 1. C'est l'origine du cancer. Le dommage à la respiration produit des molécules radicalaires, appelées ROS, espèces réactives de l'oxygène. Elles sont cancérogènes et mutagènes. Ainsi, les mutations que vous voyez dans les cellules cancéreuses et le tissu lui-même sont des effets en aval des dommages à la respiration. Tout revient aux dommages à la respiration. Donc, si je comprends bien, tous les cancers sont dus à une interaction entre ces facteurs de risque génétiques et l'environnement. Et le long de la chaîne des facteurs de risque génétique, il y a une sorte de bifurcation où vous obtenez des mutations germinales et ensuite vous obtenez ces mutations somatiques. Les mutations germinales sont présentes à la naissance et les mutations somatiques sont essentiellement aussi influencées par l'environnement. Oui, l'environnement est que maintenant nous découvrons que beaucoup de choses normales, comme vous avez l'air d'un jeune homme en bonne santé. Si nous devions prélever un morceau de votre tissu, foie, rein ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas de cancer, n'est-ce pas? Vous êtes en bonne santé? Correct. D'accord. Donc, si nous devions prélever un morceau de votre tissu et analyser la génétique dans le noyau de votre tissu, nous trouverions des mutations causant le cancer, ce qu'ils appellent des mutations conductrices. Et vous diriez, eh bien, comment diable? Les mutations somatiques conductrices sont censées causer le cancer. Comment est-ce possible que j'ai des mutations conductrices dans mon foie, mes reins et ma rate, et que je n'ai pas de cancer? Donc, les gens qui pensent que le cancer est une maladie génétique n'abordent jamais ce fait. Ils n'en discutent jamais. Vous savez, nous avons réalisé tant d'études différentes et nous trouvons toutes sortes de divergences avec la théorie des mutations somatiques. Il faut être cognitivement limité ou un idéologue. Et c'est là où réside le problème. Les personnes qui dirigent les programmes contre le cancer sont soit cognitivement limitées, soit des idéologues dogmatiques. Et quand vous avez cette vision, peu importe ce que je dis, peu importe toutes les preuves que je présente à l'inverse, cela ne peut pas être accepté. Point final. Si tu veux apprendre comment intégrer le régime kétogène et le protocole PressPulse dans ton traitement contre le cancer, rends-toi simplement sur school.com/keto4cancerfrench, la nouvelle communauté de notre analyste de recherche Johnny Rockermeyer. Dans cette nouvelle plateforme communautaire,
Tu peux échanger avec d'autres patients et apprendre de leurs expériences. Tu peux également facilement rechercher les contributions que d'autres membres ont déjà partagées. Tu auras aussi accès à notre salle de cours, qui offre des recommandations pratiques et des outils pour obtenir les meilleurs résultats, avec de nouveaux contenus chaque mois. Cette section couvre toutes les parties du protocole PressPulse que tu devrais mettre en place. En commençant par les concepts scientifiques généraux du docteur Thomas Seyfried, et nous te montrons comment commencer le régime kétogène, avec un aperçu de les meilleurs aliments, et ceux à éviter. De plus, nous avons préparé une liste de médecins spécialisés en thérapie métabolique, ainsi que des informations sur les médicaments, l'inhibition du glutamine et la thérapie à l'oxygène hyperbare. Alors, jette un œil à school.com/keto for cancer French. Alors, quel est le dogme dominant actuellement le cancer est? C'est une maladie génétique. Si vous allez sur le site web des Inuits du cancer national, c'est quoi le cancer? Le cancer est une maladie génétique. Donc je viens de vous dire j'ai des preuves pour dire que cela ne peut pas être une maladie génétique. Il faut être stupide pour penser que c'est génétique. Vous ne regardez pas les données que cela ne peut pas être une maladie génétique. Les mutations viennent comme un effet en aval. Ce sont des effets. Ce ne sont pas la cause. Il n'y a pas de mutation dans le cancer. Beaucoup de mutations existent. Le problème est quels sont les effets. Elles ne sont pas la cause du cancer. Donc, nous prenons ce noyau plein de mutations et le mettons dans un nouveau cytoplasme. La cellule est régulée en croissance parce que la respiration dans la cellule est régulée. Donc, clairement, les mutations nucléaires ne sont pas la cause du cancer. Alors, ça suggère-t-il que nous avons, selon vos études, une quantité significative de contrôle quant à savoir si nous allons développer un cancer au cours de notre vie? C'est absolument vrai. Vous avez un contrôle immense, et même après avoir contracté un cancer, vous avez du contrôle. Donc, nous avons du contrôle. Des deux côtés, à la fois la prévention et la gestion. Nous pouvons contrôler cela parce que nous comprenons quelle est la nature des maladies. Nous comprenons que si chaque cellule cancéreuse, lorsque vous avez une respiration défectueuse, vous enlevez l'énergie principale de cette cellule, pourtant la cellule est toujours vivante. Alors vous vous demandez, comment est-ce possible si la cellule ne peut pas obtenir d'énergie de l'oxygène et pourtant elle produit encore de l'énergie et continue de se diviser? Donc, il y a de l'énergie là, mais elle ne provient pas de l'énergie liée à l'oxygène. Elle provient de voies anciennes appelées voies de fermentation. Ce sont des énergies sans oxygène. Et, comme je le dis à tout le monde, toutes les cellules qui existaient il y a 2,5 milliards d'années sur notre planète obtenaient de l'énergie sans oxygène. Donc, elles fermentaient de l'énergie à ce moment-là. Et vous dites, « Oh, d'accord. Oh, c'est vraiment intéressant. Donc, les cellules cancéreuses obtiennent de l'énergie sans oxygène. » Eh bien, d'accord. Comment font-elles cela? Elles le font grâce au processus appelé fermentation. Eh bien, qu'est-ce que la fermentation? La fermentation est de l'énergie sans oxygène. Eh bien, quel est le carburant? Où obtenez-vous le... D'accord. Alors vous dites, eh bien, ça doit être un carburant fermentable. Alors, qu'est-ce que nous connaissons dans notre corps qui peut être fermenté pour générer de l'énergie sans oxygène? Et la réponse est le sucre, le glucose. Vous pouvez générer de l'énergie à partir du glucose sans oxygène grâce à la fermentation. Par exemple, si vous faites un sprint et que vous courez très très vite, vos muscles créent tellement. La demande en oxygène est les muscles ont besoin tellement d'oxygène, mais ils ne peuvent pas l'obtenir. Alors ils commencent à fermenter. Ils commencent à produire de l'énergie sans oxygène, mais ce n'est que transitoire. Dès que vous recommencez à respirer, les cellules musculaires reviennent à la respiration en utilisant l'oxygène. La cellule cancéreuse est enfermée dans un mécanisme de fermentation. Elle ne peut pas utiliser l'oxygène, même si l'oxygène est présent. Elle est donc enfermée dans cette fermentation et les moteurs de cela sont le sucre, le glucose et l'acide aminé glutamine. Ce sont les deux seuls carburants majeurs qui alimenteront la fermentation de la cellule cancéreuse. Alors vous vous dites, eh bien si nous supprimons les deux carburants, les cellules cancéreuses devraient mourir. Et la réponse est oui, elles meurent. Donc la question est, comment se fait-il que les entreprises pharmaceutiques, comment se fait-il que le NCI, National Cancer Institute, comment se fait-il que tous les financeurs de la recherche sur le cancer ne soient pas au courant de cela? Et la réponse est, je ne sais pas. S'ils ont des
cellules cérébrales fonctionnelles, il devrait être capable de comprendre cela très rapidement. Et je me dis, comment est-il possible que, et beaucoup de scientifiques le savent, mais vous devenez enfermé dans un dogme idéologique, et vous ne pouvez pas en sortir, peu importe ce que quelqu'un vous dit. Donc la solution au problème du cancer n'est pas si difficile. Et toutes les tumeurs ont le même problème ou un problème très similaire. Alors, tout le monde dit « Oh, c'est tellement compliqué ». Oui, si vous regardez la mauvaise chose, vous regardez les effets en aval. Tout semble compliqué, mais ce n'est pas si compliqué. Le sucre alimentaire alimente-t-il les cellules cancéreuses? Disons-le ainsi. Nous avons réalisé un certain nombre d'études, d'accord? Et ces études chez les souris ont été reproduites chez les humains avec toutes sortes de cancers. Ce que nous avons trouvé, c'est que plus le taux de sucre dans le sang de la souris était élevé, une souris porteuse de cancer, une souris avec une tumeur, plus la tumeur se développait rapidement, d'accord? Plus le taux de sucre dans le sang était bas, plus la tumeur se développait lentement. C'est ce que nous avons documenté en utilisant l'analyse de régression linéaire en perdant un grand nombre de souris. Et qu'en est-il des humains? Alors ils ont dit « Oui, peut-être vérifions cela à nouveau ». Ce que nous avons trouvé dans le cancer du cerveau glial, c'est que plus le taux de sucre était élevé chez le patient avec la tumeur cérébrale, plus leur vie était courte. Leur survie globale était plus faible. Plus le taux de sucre était élevé chez la femme atteinte de cancer du sein, plus le cancer du sein était rapide et métastatique. Donc clairement, il y a un lien direct entre le niveau de votre glycémie et la vitesse à laquelle la tumeur dans votre corps va croître. Eh bien, je veux dire, nous voyons aujourd'hui des taux stupéfiants de maladies métaboliques, n'est-ce pas? 9 adultes sur 10 ont un composant du syndrome métabolique. Un adulte sur 2 tend maintenant vers l'obésité et environ la moitié de la population a un prédiabète ou un diabète de type 2 qui se caractérise par des niveaux chroniquement élevés de sucre dans le sang. Voyons-nous les taux de cancer augmenter de concert avec ces autres comorbidités? Absolument. L'obésité a maintenant remplacé le tabagisme comme principal facteur de risque de cancer. Donc, le type 2, en fait, lorsque nous voyons la plupart des patients dans les cliniques de mes collègues, tant de ces personnes sont métaboliquement déséquilibrées. Elles ont toutes sortes de problèmes métaboliques, diabète de type 2, obésité, toutes sortes de troubles sanguins. Je veux dire, nous nous mangeons à mort en fin de compte. Et vous attrapez le diabète, vous attrapez le cancer, vous attrapez des maladies cardiovasculaires, la dégénérescence maculaire. Vous pouvez énumérer toute la liste des maladies chroniques et c'est tout à cause du régime alimentaire et du mode de vie. Nous consommons des quantités massives de glucides hautement transformés. Nous ne faisons pas assez d'exercice. Et nous mangeons simplement de la mauvaise nourriture avec un mauvais mode de vie. Et nous en accusons tout le monde. Nous en accusons le gouvernement fédéral. Nous en accusons les industries pharmaceutiques. Et nous devrions nous en prendre à nous-mêmes. Ils sont là pour faire du profit sur nos mauvais comportements. Ce n'est pas juste, ça a du sens, non? À peine. Non, pas du tout. Non. Je veux dire, c'est choquant. Mais alors, la solution serait-elle que tout le monde adopte? Pourrions-nous potentiellement éradiquer le cancer si tout le monde adoptait des régimes pauvres en glucides? Ou est-ce plus con? Je suppose que c'est plus compliqué que ça. Oui, eh bien, nous pouvons le faire sur une souris. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas de choix. Nous les mettons dans une cage. Nous les faisons jeûner et les maintenons sur un régime pauvre en glucides et restreint. Et même des souches de souris, qui normalement développeraient un cancer chez 50%, des souris juste en mangeant la nourriture de laboratoire. Nous les mettons sur un régime à calories restreintes. D'autres l'ont fait, Pannenbaum, et ses recherches l'ont fait. Le taux de cancer du sein chez la souche de souris DBA a diminué de 95%. Donc clairement, vous pouvez contrôler. Mais vous savez, le problème, c'est que quand vous dites ça, oh oui, ça a l'air génial. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, vous allez acheter un sandwich Subway ou Taco Bell et vous engloutissez ce genre de choses et ça a si bon goût. Et il est difficile de ne pas manger les aliments même qui nous exposent au risque de cancer et de diabète de type 2. Et la démence, c'est un autre. Mais ajoutons Alzheimer dans le lot. Vous savez, c'est une autre
conséquence d'une mauvaise alimentation, la maladie d'Alzheimer. Oui, il y a une composante génétique à la maladie d'Alzheimer, mais beaucoup de choses sont liées à l'alimentation et au mode de vie. Oui, je veux dire, de manière similaire à Alzheimer ou au cancer, la maladie d'Alzheimer, nous avons ces facteurs de risque génétiques connus. Mais les gènes ne sont pas une fatalité particulièrement. Je veux dire, c'est un peu... Mais il faut être prudent. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a certains gènes qui sont une fatalité. Il y a quelques gènes. Ils sont rares. Environ 5% des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer héritent d'une mutation de la préséniline. Et si elles la complètent, elles vont développer la maladie d'Alzheimer. La maladie de Huntington est une autre maladie neurodégénérative où la mutation dans le gène Huntington à 100%, tout le monde qui a cette mutation développe la maladie de Huntington. Donc, il y a certaines mutations qui sont la cause principale du problème. Mais dans la maladie d'Alzheimer, vous avez des mutations héréditaires rares qui sont comme 99% pénétrantes. Donc, si vous avez cette mutation, il y a une réelle chance que vous développiez la maladie d'Alzheimer. Mais un bon 55% à 65% des personnes atteintes d'Alzheimer se l'imposent eux-mêmes par le régime alimentaire et le mode de vie qu'ils ont. Oui, vous êtes en train de décrire la maladie d'Alzheimer familiale à début précoce, n'est-ce pas? Oui, ces types-là sont probablement peu modifiés par le régime alimentaire et le mode de vie. Mais je veux dire, encore une fois, la grande majorité des cas, la maladie d'Alzheimer sporadique à début tardif est généralement très réactive à ou potentiellement évitable. Oui, je pense que vous pouvez dire plus évitable. Si vous saviez, n'est-ce pas, vous saviez à l'avance que vous auriez un facteur de risque. Par exemple, vous pouvez avoir un facteur de risque génétique, mais ce facteur de risque génétique fonctionne en conjonction avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc, vous pourriez être en mesure de modifier l'environnement pour que le facteur de risque ne devienne pas un important facilitateur du développement de la maladie. Et le cancer, vous savez, normalement, les humains ne développent pas de cancer. Le cancer, dans les tribus aborigènes, était très très rare. Ces gens-là, les médecins et les scientifiques qui étudient les peuples aborigènes, eux ont toujours remarqué dans toutes leurs découvertes que le cancer n'existe pas chez les Inuits. Le cancer n'existe pas chez les aborigènes australiens. Le cancer n'existe pas dans certaines tribus africaines ou chez les peuples de la forêt tropicale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, vous savez, les pauvres Inuits, aujourd'hui? Ils ont environ 50% de leur population est diabétique. Ils ont un grand nombre de cas de cancer. Eh bien, c'est à cause de la nourriture que nous. Le mode de vie alimentaire occidental a terriblement perturbé ces gens, vous savez? Je veux dire, leur corps était si maigre et robuste. Vous savez, vous mangez un type spécifique de phoque ou de baleine ou de poisson, et vous mangez ça, et vous n'attrapez jamais de cancer. Puis tout d'un coup, vous vous empiffrez de Big Macs et de sandwich Subway, et la prochaine chose que vous avez toutes sortes de maladies. Vous savez, ce n'est pas un problème compliqué ici. Oui, non, là où le régime occidental va, la maladie suit bientôt. Je veux dire, cela semble abondamment clair à ce stade. Donc, alors, il y en a? Je ne peux pas. Y a-t-il des analogies dans le cancer avec cette maladie d'Alzheimer familiale à début précoce qui sont 100% déterministes? Vous savez, causalement liées à une mutation génétique. Oui, nous avons examiné chacun des principaux gènes, et aucun d'entre eux n'est 100% pénétrant. Le plus élevé est le syndrome de cancer de l'Eframeni, C'est une mutation dans le gène P53, dans les mitochondries. Il est environ 85 à 87% pénétrant. Cela signifie donc qu'environ 13% des personnes qui ont ce gène ne développent jamais la tumeur. Mais c'est un facteur de risque héréditaire très fort pour ce type particulier de cancer. Mais parce qu'il n'est pas 100% pénétrant, il ne peut pas être considéré comme une cause principale. C'est une cause secondaire. Le problème, bien sûr, est qu'il endommage l'organisme même responsable de la génération d'énergie par la respiration. Donc la mutation endommage en fait l'organisme nécessaire à l'utilisation de l'oxygène pour l'énergie. Ainsi, la pénétrance est plus élevée pour cela que ce ne serait le cas pour, disons, un autre type de... Certaines de ces mutations héréditaires sont comme 12 à 14% pénétrantes.
ce qui signifie que 85% des personnes qui ont la mutation ne vont pas développer de cancer. Donc, encore une fois, il faut toujours se demander si le facteur de risque est une cause primaire ou une cause secondaire. Et une cause primaire est, en d'autres termes, chaque fois que vous voyez ce défaut, tout le monde qui a ce défaut a le phénotype, la condition. Et dans le cancer, chaque cancer a un défaut dans l'oxygène, la respiration. Donc nous savons que c'est la cause primaire. Et c'est ce qu'Otto Warburg a dit au siècle dernier. Il a dit que la cause primaire du cancer est le défaut de respiration suivi par la fermentation compensatoire. Et c'est exactement ce que notre recherche a prouvé, qu'Otto Warburg, en grande partie, avait raison en décrivant l'origine du cancer. Le problème avec Warburg, c'est qu'il n'a jamais transformé cela en une stratégie thérapeutique pour traiter les patients en clinique. Mais il a défini quelle était la nature de la maladie. Il ne l'a tout simplement pas exploité pour gérer le cancer. J'ai entendu parler de l'effet Warburg, qui porte évidemment son nom. Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous nous le décrire? Oui, eh bien, c'est l'utilisation continue de la production de déchets de fermentation, qui est l'acide lactique. Quand vous brûlez, quand vous absorbez du glucose, voyez-vous, si vous absorbez du glucose dans votre corps, je ne dis pas que le glucose ne cause pas le cancer. Le glucose est un facilitateur de la croissance tumorale si vous avez un cancer. Des niveaux élevés de glucose créent une inflammation systémique. L'inflammation endommage la respiration dans la cellule. L'effet Warburg est l'utilisation continue de la fermentation avec production d'acide lactique en présence d'oxygène. Alors, pourquoi la cellule cancéreuse continue-t-elle de fermenter et de produire de l'acide lactique en présence d'oxygène? Parce que sa respiration est endommagée ou déficiente. Et le dommage à la déficience se trouve dans la structure de la cellule appelée la mitochondrie. La mitochondrie est un organite à l'intérieur de la cellule qui génère l'énergie dont nous avons besoin pour le fonctionnement de ces cellules, aussi le fonctionnement de notre corps. Les cellules cancéreuses ont des défauts dans cet organite, ce qui conduit à une fermentation. Et lorsque la fermentation remplace l'utilisation de l'oxygène, la cellule perd son contrôle de croissance et croît de manière dysrégulée. Et l'organite qui contrôle l'état stable et différencié est cet organite, la mitochondrie. Donc, lorsqu'il est endommagé ou déficient, la cellule commence à revenir à son état par défaut, tel qu'il était il y a 2,5 milliards d'années. Et tant qu'il y a des combustibles fermentescibles pour cette cellule, elle va continuer à croître. Fascinant. Donc le glucose ne cause pas le cancer en soi, bien que lorsqu'il est chroniquement élevé, il peut mener aux dommages qui finiront par causer le cancer. Mais une fois que vous avez le cancer, il nourrit ces cellules. Oui, il nourrit définitivement les cellules. Et les oncogènes, c'est intéressant. Lorsque les mitochondries deviennent défectueuses. Et si, comme l'a dit Warburg, si c'est trop aigu, la cellule mourra. Parce que la cellule n'a aucun moyen de s'adapter à la restriction d'énergie. Mais le cancer ne se développe pas du jour au lendemain. Vous ne vous couchez pas propre et vous ne vous réveillez pas avec une grosse tumeur sur les fesses le lendemain, n'est-ce pas? Ce processus prend beaucoup de temps. Pour que la cellule s'ajuste et s'adapte à l'incapacité de générer de l'énergie à partir de l'oxygène. Donc ensuite, la cellule se rabat sur ce mécanisme de fermentation menant à une croissance cellulaire déréglée. Mais ce processus prend beaucoup de temps. Vous devez vraiment maltraiter votre corps pendant de nombreuses années pour forcer cette condition à se produire. Parce que, comme je l'ai dit, les peuples aborigènes, ils n'ont jamais eu de cancer parce qu'ils n'ont jamais maltraité leur corps. Pendant 35 ans, à manger de la nourriture de mauvaise qualité, vous savez, à faire des bêtises. Donc, c'est difficile pour un humain. Nos corps sont tellement résistants au cancer, c'est absolument incroyable. Je veux dire, le fait que nous ayons autant de cancers nous indique que nous avons joué un rôle majeur dans la maltraitance de notre corps. Je veux dire, c'est juste... Ouais, non, je veux dire, c'est absurde que nous voyons des taux aussi alarmants. Ouais.
Certains ont dit que que simplement vivre plus longtemps, comme si nous, vous savez, si nous prolongeons suffisamment la durée de vie humaine, nous allons tous inévitablement développer un cancer. Y a-t-il une part de vérité là-dedans? Eh bien, je ne sais pas. Nous avons beaucoup de centenaires qui vivent jusqu'à 100 ans. Ils meurent de vieillesse. Ils n'ont jamais eu de cancer. Donc, je veux dire, je ne pense pas que ce soit le cas. D'accord. Le cancer est juste un symptôme d'une respiration endommagée. Donc, si vous gardez votre respiration en bonne santé, la probabilité de développer un cancer est significativement réduite. Le risque de développer un cancer est considérablement réduit. Maintenant, nous avons un point de référence intrinsèque dans notre corps qui nous permet de vivre un certain nombre d'années sur la planète. Vous savez, chaque espèce animale a une durée de vie. Vous savez, cette durée de vie semble être dictée par une propriété intrinsèque des mitochondries. Les mitochondries, si vous vivez assez longtemps, disons jusqu'à vos 90 ans, les gens meurent et vous dites, de quoi est-il mort? Il était vieux. Un gars, c'est quoi? Il a 96 ans, comme la reine Élisabeth. Oh, elle est vivante un jour, serrant la main du Premier ministre. Le lendemain, elle est morte. Je veux dire, mais elle est morte de vieillesse. Je veux dire, elle est morte de ce que nous appelons un arrêt systémique de l'énergie mitochondriale dans le corps. Donc c'est un arrêt systémique. Mais si vous endommagez votre corps par des choix de vie, votre corps est. Cela revient à la deuxième loi de la thermodynamique, qui est l'entropie, le désordre. Nous devons tous faire face à l'entropie. Maintenir l'ordre et l'efficacité énergétique est ce que fait la mitochondrie dans notre corps. Donc, des mitochondries saines maintiennent l'ordre et la discipline au sein des cellules. Vivre sur la planète pendant des années et des décennies use ces organelles. Et par l'entropie, la deuxième loi de la thermodynamique, elles finissent par perdre leur capacité à maintenir l'état différencié et vous mourrez de vieillesse. Le cancer est une entropie accélérée. Donc, ce que vous avez maintenant, ce sont des cellules désordonnées, mais elles se développent de manière incontrôlée en utilisant un mécanisme de fermentation. Et cela finit par causer plus d'entropie et finit par vous tuer. Maintenant, bien sûr, les traitements que nous utilisons, des produits chimiques toxiques et des radiations et toutes ces choses folles. Cela met votre corps à rude épreuve. Donc, toutes vos cellules saines sont maintenant considérablement endommagées. Vous vous êtes fait ça à vous-même, en gros. Et maintenant, nous allons venir avec ce genre de traitement. Ouais, donc nous sommes tous responsables de notre propre destin, vous savez, d'une certaine manière. Donc, en ce qui concerne la prévention et la gestion, parlez du glutamate, l'autre carburant que vous avez mentionné. Donc, glutamine. Glutamine. Ouais, oui. L'acide aminé glutamine. Mais en ce qui concerne la gestion du glucose, vous savez, il y a évidemment notre glycémie postprandiale. Beaucoup de gens de nos jours, vous savez, portent des moniteurs de glucose en continu. Et il y a, vous savez, certains ont soutenu que nous devons vraiment, comme, atténuer ces pics de glycémie. Mais ensuite, bien sûr, il y a aussi il y a quelque chose de différent. Et c'est le glucose chroniquement élevé que vous voyez dans le contexte du diabète de type 2, n'est-ce pas? La glycémie à jeun qui est chroniquement élevée. Exactement. Alors, comment gérons-nous notre glucose? Je veux dire, est-ce que, encore une fois, devons-nous tous suivre des régimes pauvres en glucides? Ou est-ce finalement, vous savez, la préoccupation concernant le jeûne? La glycémie, qui peut être atténuée finalement par un régime qui n'exclut pas nécessairement les glucides, mais qui vous maintient simplement dans un état d'équilibre énergétique. Oui, je pense que oui. Je veux dire, je pense que nous devons mélanger. Nous n'allons pas revenir vivre comme à l'époque paléolithique. Mais nous devons certainement être conscients. Comme nous avons construit le calculateur de l'indice glucose-cétone, l'indice GKI pour les patients atteints de cancer, en gros. Donc, si vous aviez un cancer, vous saviez jusqu'où vous pouviez faire baisser votre glycémie et jusqu'où vous pouviez augmenter vos cétones, exerçant une pression maximale sur la survie des cellules tumorales. Mais beaucoup de gens ont pris cela et des gars en bonne santé, des gars comme vous, des jeunes en bonne santé, ils regardent leur indice glucose-cétone en disant « Waouh, regardez à quel point j'ai abaissé mon GKI. Cela signifie que mes mitochondries vont être en pleine forme. »
avec une efficacité énergétique. Et c'est vrai. Mais pour le patient atteint de cancer, nous devons abaisser l'indice glucose-cétone pour tuer la cellule tumorale. Mais en même temps, l'élévation des cétones rend nos cellules normales très très saines. Le glucose est facilement géré par l'alimentation et le mode de vie. Le problème avec la glutamine est que non, il n'y a pas de régime qui ciblera cibler la glutamine. La glutamine est produite par le corps. La glutamine est, d'une certaine manière, un acide aminé très essentiel, nécessaire pour notre système immunitaire, nécessaire pour notre intestin, nécessaire pour le cycle de l'urée. Mais c'est un carburant pour les cellules cancéreuses. Ce n'est pas la glutamine, n'est pas un facteur de risque pour le cancer. Mais si vous avez un cancer, la glutamine fonctionne avec le glucose ensemble, donc ils alimentent ensemble. Donc il n'y a pas de régime qui puisse cibler la glutamine. Donc nous devons utiliser des médicaments spécifiques. Et ces médicaments doivent être utilisés avec beaucoup de sophistication. Parce que si vous êtes trop agressif dans la gestion et le ciblage de la glutamine, vous allez nuire à votre intestin, vous allez nuire à votre système immunitaire, vous allez nuire à votre cycle de l'urée, vous allez aggraver les choses. C'est là que la base de connaissances doit intervenir. Donc vous devez savoir. C'est pourquoi nous avons développé la stratégie thérapeutique Press-Pulse pour gérer le cancer. Vous pouvez constamment réduire le glucose, constamment le réduire, car nous n'avons pas besoin de glucose. Nous pouvons substituer les cétones au glucose. Donc nous n'avons pas besoin de glucose. Nous avons absolument besoin de glutamine. Mais nous savons que nos cellules normales en ont besoin et les cellules tumorales en ont besoin. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est défier la glutamine brièvement. Et ce que cela fait, lorsque vous avez une emprise sur le glucose, vous défiez brièvement la glutamine, cela élimine beaucoup de cellules tumorales. Mais nous retirons la glutamine et la redonnons aux patients. Maintenant, ce que cela fait, c'est restaurer la puissance de notre système immunitaire pour ramasser les cadavres des cellules tumorales mortes. Et puis une fois que cela fonctionne, oui, il y a quelques cellules tumorales qui survivent à cela. Mais ensuite, nous revenons et les attaquons à nouveau. Et nous dégradons lentement, tout en gardant le reste du corps en bonne santé. Mon Dieu, c'est tellement élégant. C'est tellement basé sur la biologie évolutive et les processus physiologiques normaux. Donc, une fois que vous savez comment équilibrer toutes ces différentes cellules, et systèmes organiques ensemble, vous pouvez vous débarrasser de beaucoup de ces choses. Cela nécessite-t-il de la discipline? Absolument. Mais la personne est aussi responsable de diriger le spectacle. Donc, une fois que vous avez la perspicacité mentale pour savoir quoi faire et comment le faire, beaucoup de gens aiment le faire. Ils jouent un rôle dans leur destin. Ils jouent un rôle dans la survie de leur âme. Donc, ils jouent un rôle dans la gestion d'eux-mêmes et ils tiennent des registres. Et ils peuvent dire « Oh, regarde mon glucose, mes cétones. Maintenant, je peux prendre cette petite chose ici et cela. » Et ils travaillent avec des professionnels formés qui savent comment faire cela. C'est fascinant. Ça a du sens, non? Oui, ça a du sens. Je veux dire, beaucoup de choses ont certainement du sens. C'est aussi basé sur une science biochimique rigoureuse. C'est incroyable. Quels sont, parce que vous savez, je connais beaucoup de gens qui écoutent, mais de ceux-là ont probablement été touchés par le cancer d'une manière ou d'une autre. Je sais que personnellement, j'ai été touché par le cancer dans ma famille. Quels sont certains de ces médicaments modulant la glutamine? Eh bien, vous savez, ils arrivent sur le marché, mais ils sont rares et espacés. Et les entreprises pharmaceutiques, pour faire du profit sur les médicaments, vous devez utiliser le médicament seul par rapport à une population qui n'utilise pas le médicament. Donc, je dois utiliser un inhibiteur de la glutamine chez ces personnes. Et puis chez ces gens, nous n'utilisons pas l'inhibiteur de la glutamine. Mais si vous êtes, c'est comme le cheval, je veux dire, vous essayez de contenir le cheval. Si la porte de derrière est ouverte, le cheval va s'enfuir par la porte de derrière. Vous l'avez? Vous devez cibler. Vous devez utiliser la glutamine lorsque vous ciblez le glucose simultanément. Exactement. Le médicament ne fonctionnera pas vraiment bien. Il aura. Certains cancers métastatiques répondront mieux à la cible de la glutamine que certains autres types de cancers qui croissent rapidement, mais ne sont pas métastatiques. Nous avons trouvé des cellules, certaines cellules sont plus dépendantes de la glutamine que d'autres cellules cancéreuses, certaines cellules cancéreuses sont plus dépendantes du glucose que de la glutamine. Vous voyez, si nous attaquons les deux carburants simultanément, nous ne nous en soucions pas. Cela les tuera tous. Donc, il n'y a pas de ressources. Oh, ils peuvent passer à un autre carburant. Non, ils ne peuvent pas. Nous avons interrogé ces cellules.
Ce sont les seuls deux carburants qui alimenteront la bête. Donc, nous devons fermer les deux portes simultanément. Ainsi, l'industrie pharmaceutique sort avec tous ces nouveaux médicaments ciblant la glutamine. Le problème est que beaucoup d'entre eux ne fonctionnent pas efficacement. Nous utilisons un médicament sale. Un médicament sale dans l'industrie pharmaceutique est quelque chose que vous ne voulez pas vraiment utiliser car il n'a pas de spécificité. Donc, si vous voulez breveter un médicament, vous devez avoir une interaction très spécifique entre la cible du médicament et le médicament. Quand vous avez un médicament sale, par exemple, la cellule a de nombreux chemins, de nombreux canaux pour faire entrer la glutamine dans la cellule. Il y a toute une famille de transporteurs. Ensuite, il y a toute une famille d'enzymes qui métabolisent la glutamine en glutamate. Maintenant, nous utilisons un médicament appelé 6-désoxynorleucine. C'est un médicament sale. Tous ces chemins simultanément. Mais vous ne pouvez pas le breveter car il n'est pas spécifique. Nous nous en fichons parce que nous savons que cela aidera la vie du patient. Donc, nous ne sommes pas intéressés à faire de l'argent. Nous nous intéressons à la durée de vie de ce patient. Ce médicament était utilisé chez des patients et enfants atteints de cancer. Il n'a pas fonctionné aussi bien que nous savons maintenant qu'il peut fonctionner, parce qu'ils ne ciblaient pas le glucose en même temps qu'ils utilisaient le médicament. Et par conséquent, ils devaient administrer des quantités excessives du médicament, ce qui a conduit à la toxicité. Alors les gens diront « Oh, ce médicament glutamine down est toxique. » Comparé à quoi? La radiothérapie et la chimio? Ce n'est même pas comparable à la toxicité de nombreux médicaments que nous utilisons aujourd'hui. Mais si nous savons comment l'utiliser, nous pouvons réduire la concentration très bas, de sorte qu'il n'y ait aucune toxicité associée. Et la puissance du médicament pour cibler et faire ce qu'il fait augmente considérablement. Mais nous ne l'utilisons pas. Je dirais que les patients doivent aller voir leur congrès, pour l'amour du ciel, pour que les médecins ne puissent pas « Oh, je veux donner à mon patient de la 6-déoxynorleucine, mais je ne peux pas l'obtenir. Où vais-je la trouver ?» Et la réponse est « Pourquoi ? Ils devraient l'avoir à disposition. Ils doivent avoir l'Ozempic. Tout le monde doit se piquer avec l'Ozempic, vous savez, et ce genre de conneries. Et quoi pour que je puisse perdre quelques kilos en trop? Je veux dire, attendez de voir les conséquences à long terme de cela. Oh oui. Et vous savez, parce que vous avez l'air bien pendant un moment. Puis vous commencez à rêver de stars de cinéma, n'est-ce pas, si vous prenez l'exemple? Eh bien maintenant, ils commencent à promouvoir l'idée que l'obésité est génétique. Eh bien, oui, c'est génétique. Parce que les gènes que nous avons développés en tant qu'espèce affamée, les gènes font exactement ce pourquoi ils ont évolué. Stocker de l'énergie. Exactement. Fermez-la. Ces gènes ne pourront pas stocker d'énergie. Pourquoi est-ce que je prends autant de poids? Qu'est-ce que vous mangez? Eh bien, exactement. Je veux dire, la façon dont fonctionne l'Ozempic semaglutide, c'est qu'il impacte la faim. Il vous rend moins affamé. Il affecte votre appétit. Donc, clairement, si vous mangez simplement moins. Comment pouvez-vous prendre du poids quand vous ne mangez rien? Exactement. Personne ne veut blâmer les gènes plutôt que le muscle qui fait fonctionner votre mâchoire. Oh, Oh, mon Dieu. c'est fou, non? Quelle arnaque. Ouais. C'est un problème. D'accord. Donc une chose qui m'intrigue, vous savez, même lorsqu'une personne commence un régime cétogène, il y a toujours un niveau de glucose de fond, n'est-ce pas? Comme le cerveau a besoin d'une certaine quantité de glucose pour survivre. Alors, comment est-ce possible? N'est-ce pas? Oh non, 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 non. Vous devez regarder ça. Vous devez regarder cet article de Drenick. Drenick a fait une belle étude. Il a pris 18 ou 19 hommes obèses, morbides, avec un IMC de plus de 30 et les a fait jeûner pendant 21 jours. D'accord? Pas de nourriture. Ok, donc la glycémie baisse. Le taux de sucre dans le sang baisse. Les cétones augmentent. 3 à 4 millimoles dans le sang. Ensuite, il a pris ses patients et leur a injecté une forte dose d'insuline. Il a fait descendre les niveaux de glucose à des niveaux à peine détectables. 0,5 mg, 9 mg. Quiconque, travaillant dans une unité de soins intensifs, où tout médecin dirait « cette personne devrait être morte ». Non, non. Il se promenait parfaitement lucide, car les cétones remplacèrent le glucose dans le cerveau. Donc le cerveau peut brûler des cétones ou du glucose. Ainsi, vous pouvez faire baisser les niveaux de glucose, vraiment, vraiment bas, tant que vous utilisez des cétones pour remplacer le glucose. Mais vous auriez besoin d'un médicament, vous auriez besoin d'insuline exogène. Pour faire cela, n'est-ce pas, comme votre foie va créer... Cela prouve simplement que le cerveau peut brûler et survivre grâce aux cétones. Compris, d'accord.
Mais si vous, maintenant, écoutez, si vous suivez un régime qui a très peu de glucose, eh bien, d'accord, disons simplement, comme je l'ai dit, 65 mg par décilitre, ce qui équivaut à environ 3,2 ou quelque chose comme ça, millimolaires, ce qui est très bas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que d'autres cellules dans le corps vont réguler à la hausse les transporteurs et faciliter. Elles deviennent super sensibles à l'insuline, super sensibles à l'insuline. Donc, toutes les molécules de glucose présentes seront consommées par les cellules normales. Bien sûr, les cellules normales utilisent le glucose, mais elles peuvent utiliser les acides gras et elles peuvent utiliser les cétones. Ainsi, les cellules normales sont extrêmement flexibles. Mais si vous abaissez la glycémie, la demande en glucose dans toutes les cellules de notre corps est augmentée en raison de leur sensibilité à l'insuline. La cellule tumorale doit absolument avoir ce glucose. Elle ne peut pas vivre sans le glucose. Donc maintenant, vous utilisez les cellules normales de votre corps et leur demandent pour un carburant qu'elles peuvent utiliser, mais dont elles ne dépendent pas absolument, alors que la cellule tumorale en dépend absolument. Elle se retrouve en désavantage compétitif. Elle est maintenant, pour la cellule tumorale, pour la première fois, en compétition avec les cellules normales du corps pour un métabolite essentiel. Si vous consommez du sucre tout le temps et que vous avez des niveaux de sucre dans le sang très élevés, les cellules normales de notre corps utilisent déjà autant de glucose qu'elles peuvent. Il n'y a pas de compétition pour le carburant. Donc, la cellule tumorale est bien nourrie et heureuse, elle se développe à toute vitesse car il n'y a pas de compétition. Cela explique pourquoi vous avez ces quantités massives de tumeurs qui se développent rapidement chez les patients. Vous devez savoir comment opposer les cellules d'un type aux cellules d'un autre type. Vous devez ramener votre corps à un nouvel état d'homéostasie métabolique. Et les tribus primitives, les peuples paléolithiques, les peuples aborigènes, étaient toujours en cétose. Ils avaient toujours un taux de glucose très bas et avaient des cétones parce qu'ils ne consommaient pas de glucides. Donc, si vous ne consommez pas de glucides, vous devez obtenir votre énergie à partir des cétones ou des acides gras. Les cellules cancéreuses ne peuvent pas utiliser les cétones ou les acides gras. Ils dépendent du glucose et de la glutamine. Et vous savez, la glutamine est basse. Si vous jeûnez, la glutamine peut être basse. Et vous n'allez pas avoir de cancer, vous n'allez pas endommager la respiration. Fascinant. Donc, c'est une simple question d'offre et de demande. Donc, quand vous maintenez votre glycémie basse, vous provoquez soudainement cela. La tumeur doit alors rivaliser avec toutes les autres cellules du corps qui veulent avoir la priorité, qui obtiennent cela, vous savez, qui ont la priorité sur ce glucose, y compris le cerveau, compris. Donc, et si vous n'êtes pas en cétose, il y a plus qu'assez de glucose pour tout le monde. Et donc la cellule tumorale obtient ce qu'elle a besoin. Oui. Pas compliqué. Pas compliqué. Oui. Eh bien, comment faisons-nous? Alors, comment faisons-nous? Parce que, vous savez, l'un des plus grands problèmes pour les patients atteints de cancer est le risque de cachexie. Exactement. Comme une perte musculaire dramatique. Donc, toute modification alimentaire pour le patient cancéreux, je pense que cela pourrait être potentiellement risqué, n'est-ce pas? Eh bien, donc la cachexie est une perte de poids pathologique. Parce que les cellules tumorales métastatiques, que nous avons définies comme ressemblant à des macrophages, absorbent beaucoup de glutamine et elles captent la glutamine des muscles. Ainsi, les muscles se décomposent et vous pouvez alimenter la cellule tumorale avec la dégradation musculaire. D'accord, c'est là que la cachexie intervient. Donc, la cachexie est une condition de dépérissement. Même si vous mangez de la nourriture, votre corps dépérit. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez de la chimiothérapie, vous perdez du poids. Tout le monde dit « Oh, j'ai perdu tout ce poids, j'ai pris de la chimio. » Pourquoi? Je vomissais, j'avais des nausées. Vous savez, les nausées et les vomissements sont un excellent moyen de perdre du poids. Oubliez Ozempic. Vous savez, prenez du cisplatine. Vous allez perdre énormément de poids si vous prenez du cisplatine, qui est un puissant médicament contre le cancer. Vous tombez malade comme un chien. Vous avez de la diarrhée. Vous avez toutes ces sortes de choses. Ce sont toutes des formes indirectes de restriction calorique. Donc vous, réduisez les calories, mais
Les produits chimiques toxiques, les radiations provoqueront une perte de poids. Les cellules cancéreuses métastatiques provoqueront une perte de poids. Toutes ces conditions sont appelées perte de poids pathologique. C'est pathologique. Si vous faites un jeûne thérapeutique à base d'eau uniquement, vous perdez du poids parce que vous ne mangez pas, mais votre corps devient super sain. C'est donc une perte de poids thérapeutique. Donc, oui, au tout début, il y aura une perte de poids pathologique qui se chevauche avec une perte de poids thérapeutique. À mesure que vous éliminez progressivement ces cellules tumorales, l'impulsion pour la cachexie diminue. Et puis, lorsque le patient commence à manger, il prendra du poids et redeviendra en bonne santé. Donc, c'est le « je ne veux pas », c'est le manque de compréhension, le manque de connaissances, de la part de la communauté oncologique et des médecins en général, qui pensent que le jeûne et les régimes pauvres en glucides qui provoquent une perte de poids rendent le patient malade. C'est une perte de poids thérapeutique, pas une perte de poids pathologique. Donc, au tout début, vous avez un peu de chevauchement. Vous avez la cachexie provenant des cellules tumorales et ensuite, vous avez la perte de poids parce que je restreins le glucose. Donc, en restreignant le glucose, naturellement, les fichues cellules tumorales vont mourir. Ainsi, les cellules tumorales causant la cachexie disparaissent et elles finissent par diminuer de plus en plus. Et puis vous dites « Oh, j'ai perdu tout ce poids. Mais comment? Oh, je commence à me sentir beaucoup mieux. Oh, que se passe-t-il ?» Et puis tout d'un coup, vous commencez à manger du bouillon de cerveau. Vous commencez à suivre des régimes pauvres en glucides. Les patients commencent à prendre du poids. Où est le cancer? Je ne sais pas ce qui est arrivé au cancer. Alors, donc, encore une fois, vous devez savoir comment fonctionne le corps. Vous devez savoir quel est le mécanisme de la perte de poids. Est-ce pathologique? L'autre chose qui est très intéressante, c'est dans la cachexie. Lorsque vous jeûnez uniquement à l'eau ou suivez des régimes pauvres en glucides, les niveaux d'insuline baissent, le glucose baisse, les cétones augmentent. Quand vous avez un cancer, une cachexie, les niveaux d'insuline sont élevés. Waouh, c'est incroyable! C'est exactement le contraire de ce que vous diriez. C'est pathologique. Ce n'est pas normal. Donc vous devez juste savoir comment manipuler ces cellules. Vous devez simplement connaître la biologie du corps. C'est tout. Oui. Je veux dire, mais je pense que pour la personne moyenne, n'est-ce pas risqué pour quelqu'un qui, vous savez, est novice en matière de modification stricte de l'alimentation? Je veux dire, le régime cétogène est connu pour être l'un des régimes les plus difficiles à suivre. Merde, c'est des conneries. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Manger un pot de saindoux, vous savez, croquer des bâtons de beurre, je veux dire, c'est fou. Vous savez, vous pouvez manger des steaks de côte de bœuf avec un bel œuf par-dessus. Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Vous savez, vous pouvez manger des légumes à faible indice glycémique, des légumes qui libèrent du sucre très bas, des légumes à très faible indice glycémique. Vous pouvez manger des avocats. Vous pouvez manger beaucoup de choses. En fait, des collègues à moi développent des régimes de type keto vraiment très savoureux et délicieux. Quand je dis régime cétogène ou cétose thérapeutique, tout ce que cela signifie, c'est un faible taux de sucre dans le sang, des cétones élevés. Vous pouvez le faire en mangeant du saumon et vous pourriez manger beaucoup de choses qui ne le sont pas. Les aliments à faible teneur en glucides vous amèneront dans un état de cétose. Et c'est comme un régime cétogène, car l'objectif ultime est un faible taux de glucose, élever les cétones. Comment puis-je y parvenir? Puis-je le faire végétalien? Puis-je le faire végétarien? Puis-je le faire carnivore? Et la réponse est, vous pouvez le faire dans tout régime si vous y parvenez. Et j'ai un appareil, le compteur Ketones Mojo, vous dira si vous êtes en cétose ou non. Donc, les gens peuvent mélanger et assortir beaucoup de choses différentes. C'est seulement considéré comme peu appétissant par les personnes qui ne savent pas. Donc, oh, on leur a dit, oh, c'est des mauvaises choses. Mais c'est des mauvaises choses? Eh bien, je ne sais pas. Je mange des entrecôtes. J'aime une entrecôte, n'est-ce pas? Moi aussi. Mettre du beurre fondu dessus, un peu. De sel et de poivre dessus? Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas bon? Ça me semble être le paradis. Oui, moi aussi. Peut-être pas pour le vegan. Non. Il pourrait prendre un bâton de céleri ou quelque chose. Ce serait une énorme erreur. Sans jeu de mots. Nous diffusons beaucoup de désinformation sur ces sujets. C'est la clé? Non, j'adore ça. D'accord, donc ce que je comprends, c'est qu'un régime cétogène, selon vous, est potentiellement un régime thérapeutique efficace.
Eh bien, appelons cela un régime qui abaisse la glycémie et élève les cétones. Il a également été démontré qu'il aide à améliorer l'efficacité du traitement, n'est-ce pas? Oh oui, oui. Cela peut fonctionner de manière synergique. C'est nos collègues à Istanbul, où ils utilisent les niveaux les plus bas de chimiothérapie autorisés. Il y a une gamme dans laquelle vous pouvez administrer de la chimiothérapie aux patients. La plupart du temps, dans ce pays, nous leur donnons des doses plus élevées. Vous savez, ça les rend malades, comme un chien. Beaucoup de patients, pas toujours. Il y a toujours un gars, quelque part, à qui vous pouvez lui donner 50% de son poids corporel en chimiothérapie. Et il ne tombe pas malade. Il y a toujours quelques-uns de ces gars-là. Mais beaucoup de gens tombent vraiment, vraiment malades. Mais si votre patient est en cétose nutritionnelle, que ce soit par jeûne hydrique uniquement, ou par thérapie métabolique cétogène, vous pouvez leur administrer des doses plus faibles du médicament. Parce que les cellules tumorales sont déjà stressées. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup pour les faire basculer. Ce sont des cellules très faibles et inefficaces. Elles sont déjà sur le point de mourir de toute façon. Donc, vous allez simplement les faire basculer avec une chimiothérapie à faible dose lorsque le corps est en cétose nutritionnelle. Et vous en aurez plus pour votre argent. Vous n'avez pas à souffrir de la toxicité et pourtant vous allez éliminer ces cellules tumorales. Cela réduit la dose minimale efficace du médicament. C'est exact. Oui, vous pouvez réduire la dose au niveau le plus bas. Et ensuite, vous pouvez réduire et augmenter l'efficacité. Vous tuerez plus de cellules tumorales avec moins de toxicité pour le corps. Wow. Parce que c'est comme un stress composé. Pour les cellules tumorales, Absolument. L'un est un stress nutritionnel et l'autre est un stress chimique. Et ensemble, ils explosent ces cellules tumorales. fascinant. Alors, d'accord. Donc, en tant que régime thérapeutique, c'est une information super enrichissante. Mais cela ne signifie pas que tout le monde doit être en cétose pour prévenir le cancer, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Mais tout ce que je peux dire, c'est que nos amis aborigènes étaient toujours à un certain niveau de cétose. Et ils n'ont jamais eu de cancer. Mais cela ne signifie pas nécessairement que, vous savez, nous avons évolué en tant que une espèce de type festin-famine. Nous apprécions le festin parce que nous étions toujours à moitié affamés. En tant qu'espèce, nous étions toujours dans un état de semi-famine pendant des éons. Vous savez, nous sommes apparus il y a environ 1 million d'années. Je suppose qu'on peut dire que nous avons commencé à avoir des caractéristiques de certaines des choses que nous faisons aujourd'hui. Donc nos ancêtres avant nous, en tant qu'espèce, vous savez, c'était un environnement difficile pour vivre. Vous devez vivre dans les âges glaciaires. Vous êtes toujours dans un état de semi-famine. Donc quand vous avez un festin, vous allez manger beaucoup. Que mangez-vous lors d'un festin paléolithique? Un ours entier? Un élan entier, vous savez? Vous n'allez pas avoir un grand, vous savez. Un donut de chez Dunkin' après avoir fini de manger l'élan. Non. Grosse prise. Vous savez, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans un festin. Nous vivons chaque repas que nous avons comme un festin. Une quantité massive de calories. Et c'est tellement contraire à notre passé évolutif. Littéralement, des aliments qui perpétuent leur propre surconsommation. Oui. Oh, conçu. Absolument conçu pour être si délicieux. J'ai dit aux gens, comme j'avais des hamburgers de chez McDonald's, je veux dire, j'en ai mangé un pour la première fois l'année dernière après environ 5 ans. Vous savez, je me suis arrêté avec les enfants, ils avaient besoin de manger quelque chose, tout le monde criait « Prends un McDonald's ». J'ai pris un quart de livre avec du fromage et des frites avec. C'était tellement bon, je tremblais en mangeant ce truc. Mon Dieu, je veux dire, c'est... Ha ha ha. Je vais mourir pendant 1 heure en mangeant ça. Mais c'était délicieux. Oh, oui. Oh oui, je me souviens. Je veux dire, je n'ai pas mangé de hamburger de chez McDonald's depuis des décennies, littéralement. Mais essaie. Oui, non? Vas-y. Ils sont délicieux. Ils sont incroyables. C'est délicieux. C'est incroyable, oui. Alors, mangez des aliments. Mangez des aliments entiers peu transformés, des aliments qui vont vous rassasier, qui sont riches en... qui sont rassasiants, qui ne vont pas entraîner leur propre surconsommation. Donc, si vous pouviez décrire un régime de prévention du cancer pour nous, à quoi cela ressemblerait-il? Eh bien, je pense que ce serait n'importe quel régime qui,
Eh bien, ce n'est pas seulement un régime contre le cancer. C'est aussi l'exercice qui est extrêmement important. Exercice quotidien autant que possible. Et un régime qui est de nutrition naturelle autant que possible. Des plantes qui sont naturellement cultivées, pas des types de plantes OGM, des choses génétiquement modifiées. Vous savez, des choses que vous regardez, comme une tomate qui a l'air vraiment délicieuse, mais qui était restée sur l'étagère pendant, disons, 6 mois. Vous savez, évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette tomate. Les tomates ne devraient pas avoir l'air bonnes après 6 mois. Les choses naturelles se dégraderont. J'ai une boîte de Twinkies ici. Vous devez aimer ça, n'est-ce pas? Le Twinkie. Je l'utilise comme J'ai hâte de voir ça. Je l'utilise comme accessoire pour ma classe, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'est un Twinkie, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. J'ai grandi en les mangeant, oui. D'accord. J'ai acheté ces Twinkies en 2010. Certainement pas. Oui, regarde ça. On dirait qu'il est tout neuf. Il est en parfait état. Parfait état. Tu sais? C'est comme synthétique. Maintenant, je l'utilise comme accessoire pour ma classe. Et nous lisons les ingrédients dessus. Il faut avoir un diplôme en biochimie juste pour lire les ingrédients de ce truc. Voilà, c'est génial, n'est-ce pas? Regarde ce beau Twinkie, ça ressemble presque à un mouton. Je veux dire, c'est un peu dur, un peu rassis. Tu sais, ça fait plus de 10 ans qu'il est là-dedans. Mais j'ai eu une souris qui est entrée dans mon bureau l'année dernière. Elle est montée sur cette étagère et elle est entrée dans la boîte. Elle a percé le plastique et a mangé une de ces choses. Non, c'était le cas. Donc, apparemment, elle ne s'est pas inquiétée que ça ait 10 ans. Alors, mais je vous le dis, c'est incroyable. Donc, ce n'est pas ce qu'on appelle un aliment très nutritif. Certainement pas, mais vous savez, quand vous allez dans les rayons des supermarchés, je veux dire, vous regardez le dos des boîtes. Ils contiennent du sirop de maïs à haute teneur en fructose, beaucoup de glucides. Beaucoup de choses qui ne sont pas naturelles. C'est pourquoi ça a une longue durée de conservation. Vous savez, les choses naturelles n'ont pas de longue durée de conservation. Elles se décomposent naturellement. Mais ces trucs synthétiques, mec, et tu manges ça et ça contient beaucoup de glucides qui sont peu nutritifs. Donc nos corps adorent les glucides. Et les gènes, ce ne sont pas les gènes. Les gènes évoluent pour stocker l'énergie. Tu donnes de l'énergie au corps, il va la stocker. Ne blâmez pas vos gènes. Tu es ici aujourd'hui grâce à ces gènes. Si ces gènes ne te permettaient pas de stocker de l'énergie, tu n'aurais pas à te soucier de l'Ozempic, tu sais, ou de toutes ces sortes de choses folles que les gens prennent. Mais en tant qu'espèce, nous aimons la facilité. Nous aimons toujours la facilité. Je veux dire, je ne veux pas faire de régime et je peux me faire une injection de ce médicament et perdre du poids. Je vais dire que, tu sais, nous avons de longues escaliers ici à Boston College. Il faut monter un grand nombre de marches pour passer du campus inférieur au campus supérieur. Et puis nous avons un bâtiment juste à côté des escaliers où il y a un ascenseur. Et tu ne peux pas croire, tous ces jeunes, ils s'entassent dans l'ascenseur plutôt que de vouloir monter les escaliers. Et certains jeunes le font. Je veux dire, tout le monde aime la voie facile. Donc, s'il y a un moyen plus facile de faire quelque chose, nous allons le faire. Et une pilule qui vous permettra de manger tout ce que vous voulez. Et je n'ai pas à me restreindre en rien. C'est la façon dont beaucoup de gens feront cela. Une autre chose que nous avons remarqué, c'est que, vous savez, les gens disent « Oh, je veux faire ces trucs métaboliques, vous savez ?» Et nous découvrons que nous regardons certaines personnes, elles obtiennent de beaux résultats, faible glucose, cétones élevés. Ils sont vraiment disciplinés. Et puis, nous trouvons certaines personnes, ça ne fonctionne jamais, ça ne descend jamais. Alors, que se passe-t-il avec ces personnes? Pourquoi est-ce ainsi? Quand nous découvrons ensuite qu'ils trichent avec eux-mêmes juste pour faire. Quelqu'un avait l'air de dire « Oh, je suis ». Mais les chiffres vous disent « Oh, vous savez, je suis d'un certain milieu ». Moi, je n'ai jamais un faible taux de glucose. Et puis, il découvre que le gars triche avec lui-même. Je veux dire, c'est ce que les gens feront. Vous savez, la nature humaine, le comportement. C'est tragique. Qu'en est-il de la notion d'aliments anti-cancer? Y a-t-il des aliments anti-cancer? Eh bien, c'est un bon point. Il y a eu une étude réalisée avec des singes du Nouveau Monde. Je ne me souviens pas de l'espèce. Ils ont, vous savez, appliqué du goudron chimique et des carcinogènes chimiques sur la peau de ces singes pendant 10 ans.
et ils ont injecté les singes avec ces carcinogènes chimiques et n'ont jamais eu de cancer pendant 10 ans. Et puis, ils ont conclu que les singes étaient un mauvais modèle pour le cancer. Cette espèce de singe était un mauvais modèle. Donc, les singes mangeaient leur régime naturel de plantes et tout ce qu'ils suivaient leur régime stable. Et cela était puissamment préventif, même pour nous. Quand nous suivions nos régimes naturels de viande biologique, de baies biologiques, de choses biologiques, notre espèce ne développe pas de cancer. Quoi que ce soit les Esquimaux, les Inuits ou peu importe comment vous voulez les appeler, ils mangeaient des aliments naturels, ils n'attrapaient jamais le cancer. Maintenant, ils sont criblés de cancer lorsqu'ils quittent leur régime. Donc, des agents provocateurs comme les carcinogènes chimiques, le tabagisme et toutes ces sortes de choses associées à un régime alimentaire anormal vous exposent à un risque énorme de développer un cancer. Donc, la réponse est oui, les régimes naturels tels que nous avons évolué sont fortement résistants au développement du cancer. Le problème, c'est que nous ne suivons plus ces régimes. Nous mangeons des Twinkies ou quelque chose de similaire. Et la prochaine chose, que vous savez, vous avez un cancer parce que vous avez supprimé ces processus immunitaires naturellement résistants, nous mettant en danger pour la respiration endommagée et l'origine du cancer. Eh bien, vous et moi, nous vivons aux États-Unis. Vous savez, autant que je peux voir à travers la webcam, vous ne vivez pas dans une hutte inuit. Vous êtes à Boston. Je vis à Los Angeles. Alors, quels sont les types d'aliments alors que nous devrions consommer quotidiennement? Décrivez ce modèle alimentaire pour, ces régimes alimentaires. Les aliments ou boissons rares. Vous savez, la grande industrie agricole fournit les aliments que nous avons sur les étagères des supermarchés, en grande partie. L'agriculture biologique est une méthode naturelle. Mais il n'y a pas... Mon ancien professeur Herman Brockman, lorsque j'ai fait mon diplôme en génétique à l'Université d'État de l'Illinois, gère une ferme purement biologique où il n'y a absolument aucun produit chimique. Il ramasse les insectes à la main, des plantes, et il les donne aux poules qui sont élevées en plein air. Tout est absolument biologique. Et quand vous mangez cette nourriture, je vous le dis, c'est la chose la plus délicieuse que vous ayez jamais goûtée. Alors ils emballent tout une fois par semaine, le mettent dans un grand camion et l'acheminent jusqu'à Evanston, dans l'Illinois, où les gens attendent à 4 heures du matin l'arrivée du camion et à 9 heures du matin, tout est parti. Toute la nourriture est partie. Mais vous savez, c'est l'agriculture biologique pour ceux qui la comprennent. Nous avons tellement de gens dans ce pays qui ne pourraient jamais se le permettre. C'est cher. Ce n'est pas bon marché de manger des aliments biologiques. Il faut attendre pour l'obtenir. Il faut le consommer tout de suite car il va se gâter puisqu'il n'est pas chimiquement fortifié. Donc, ce sont les régimes naturels, ce genre de choses. Et ils élèvent des vaches en liberté et ce genre de choses. Et tout cela est assez naturel. Et la viande de bœuf élevée en liberté est beaucoup plus dure que celle nourrie au maïs. Je ne connaissais pas la différence entre nourri à l'herbe et nourri au maïs jusqu'à ce que le docteur Brockman me l'a dit. Il dit que quand on parle de nourri au maïs, tout le monde dit « Oh, il faut du bœuf nourri au maïs. Le bœuf nourri au maïs est vraiment tendre et délicieux. » Alors que le bœuf élevé en liberté est beaucoup plus coriace avec un goût de gibier. Alors j'ai dit « Comment est le maïs ?» Il a dit « Les vaches mangent de l'herbe, elles ne mangent pas de maïs, donc vous donnez beaucoup de maïs à une vache. Et elle obtient beaucoup d'acide, indigestion, rots, etc. Et puis vous leur donnez tout un tas d'antiacides, et les antiacides travaillant avec l'acidification rendent la viande vraiment tendre. » Intéressant. Allons-y, allons chez Morgan Steakhouse et prenons-en un peu. Un peu de la viande de Ruth Chris, peut-être avoir un steak de Ruth Chris, c'est la chose la plus délicieuse. J'ai mangé là-bas l'autre soir. Tu n'as pas tort. N'est-ce pas? Mais tu dois payer comme 50 ou 60 $ pour un steak. Oh, c'est cher, c'est cher. Oui, j'essaie de manger du bœuf nourri à l'herbe, fini à l'herbe, autant que je peux. Oui, eh bien, je te le dis, si tu fais du nourri à l'herbe, tu pourrais aussi bien faire du soja. Ce que tu fais, c'est que tu le mets dans un sac de cuisson scellé et tu le chauffes progressivement à une température comme 129. Saignant, là.
Et ensuite, ce qui se passe, c'est que ça décompose le collagène dans la viande avec la chaleur. Et puis tu le mets sur un grill, des deux côtés, tu le saisis et tu peux obtenir une viande beaucoup plus tendre. Si tu essaies de manger du nourri à l'herbe, juste le mettre sur un grill pendant 2, allez, tu mâches. Tu dois limer tes dents pour couper cette viande. C'est vrai, ça peut l'être, ça peut être un peu plus dur. Mais mec, tu me mets l'eau à la bouche. D'accord, donc tu as abordé le sujet de la viande, donc je dois demander. Tu es l'un des experts mondiaux les plus éminents en matière de cancer. La viande rouge cause-t-elle le cancer? Tu sais, ce qui cause le cancer, c'est le dommage à la phosphorylation oxydative. Donc, manger de la viande rouge peut-il endommager les mitochondries dans une population particulière de cellules? Je suppose que si la viande est chargée de carcinogènes chimiques, cela pourrait être un agent provocateur. Mais je ne vois pas comment nous avons évolué pour manger de la viande rouge. Je veux dire, les Amérindiens, les plaines, les Indiens tuaient et mangeaient des bisons. C'était comme, qu'est-ce que c'est que ça? Pensait-il qu'ils s'inquiétaient du cancer du côlon en mangeant ces foutus bisons? Tu sais, vous savez, je veux dire, nous avons évolué en tant qu'espèce pour manger de la viande rouge. Je veux dire, nous tuions des éléphants. Nous tuions tout ce qui marchait ou rampait, nous le mangions. Donc, la question est, mangez-vous de la viande rouge saine ou, vous savez, de la viande rouge traitée, vous savez, avec des nitrites, et, vous savez, de la viande rouge conservée, ou quelque chose dans ce genre, où il y aurait beaucoup de produits chimiques dedans. Ce n'est peut-être pas sain. Mais si vous mangez de la viande rouge naturelle, alors, sans la viande rouge, pas de nous, pas de conversation. Non, je suis d'accord avec vous, je suis un grand défenseur de l'omnivorisme. Je mange de la viande rouge, très souvent. Et je me sens très bien, et mes analyses sont toutes excellentes, vous savez, et je n'ai aucun problème à en manger. Et je pense aussi que c'est un aliment sain, mais dans ce podcast, j'adore jouer l'avocat du diable, même face à mes propres préjugés. Oui. Anthony Chaffee, regardez, lui, Chaffee, il vient d'Australie, américain, c'est le grand gars du carnivore. J'ai fait le podcast dans son émission. Je veux dire, il ne parle que de combien de bœufs ils peuvent manger. Ça. Vous êtes expert en cuisson de tomahawk ribeyes, ils vous montreront toutes les méthodes. Ce gars a l'air génial. Il ressemble à un Adonis. Il dit qu'aucune plante ne touche jamais ses lèvres. Je dis, eh bien, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ensuite, j'ai les gars végétaliens et les autres, oh, j'ai mangé un morceau de bœuf, je vais aller en enfer. Vous savez, c'est comme, oh bon sang, je vais mourir tombé, raide mort d'une crise cardiaque si je mange un morceau de viande. Nous avons les extrêmes dans notre société. Je veux dire, nous avons des fous des deux côtés du spectre, peu importe ce que vous faites. La politique, la nourriture, peu importe ce que c'est. Vous savez, comme je l'ai dit, vous avez dit, nous sommes omnivores. Nous avons évolué pour manger n'importe quoi, ramper, marcher, voler, nager, peu importe. Tout ce que nous pouvons mettre dans notre bouche, nous le mangerions. Mais dans tous ces cas, c'était tout naturel. Ce n'était pas comme tout ce qui est transformé que nous avons aujourd'hui. Donc, nous avons beaucoup d'aliments transformés qui sont vraiment très, très savoureux, qui sont probablement très peu nutritifs, et ils font du mal au corps. Et cela nous met en danger pour beaucoup de choses différentes. Quels sont certains des carcinogènes les plus importants? Vous avez mentionné les carcinogènes au début, les expositions chimiques. Il y a des sociétés de mutagènes et de carcinogènes qui examinent des produits chimiques comme le 3-méthylcholantrène. Nous utilisons le 3-méthylcholantrène comme un carcinogène chimique pour induire des tumeurs. C'est ainsi que nous induisons certaines tumeurs cérébrales chez les souris. Nous utilisons des produits chimiques. Beaucoup de gens utilisent divers carcinogènes chimiques pour montrer cela. Si vous avez cette irritation dans un organe particulier au fil du temps, vous pouvez créer et endommager la respiration, ce qui contribue à l'apparition du cancer. Dans mon livre sur le cancer en tant que maladie métabolique, je suis retourné et j'ai examiné beaucoup de ces soi-disant carcinogènes. Et puis c'est très intéressant, lorsque vous traitez un tissu avec des carcinogènes, les mitochondries dans la cellule deviennent fluorescentes, elles bioluminescentes, elles obtiennent un aspect naturel. Cela nous indique que les carcinogènes sont à l'intérieur des mitochondries et qu'ils causent des dommages. Et je vous ai dit, vous ne pouvez pas avoir de cancer si vos mitochondries restent en bonne santé. Donc,
Les carcinogènes endommageant les mitochondries forcent cette cellule à passer à un mécanisme de fermentation au fil du temps. Vous n'attrapez généralement pas le cancer en vous exposant à un carcinogène chimique, comme aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis exposé à un carcinogène chimique, demain, je me réveille avec une grosse tumeur. Non, il faut beaucoup de temps pour que l'irritation et les dommages causés par ce carcinogène perturbent la phosphorylation oxydative dans la cellule pour la faire passer à un mécanisme de fermentation. Mais l'origine vient du carcinogène, endommageant la respiration dans la cellule. Et d'où viennent ces carcinogènes? Je veux dire, Nous vivons évidemment, oui, des produits chimiques éternels. Oui, beaucoup de l'industrie du plastique, beaucoup de nos industries produisent beaucoup de carcinogènes. Je veux dire, ils essaient de faire un bon travail pour nettoyer cela et ils essaient de faire ce genre de... Mais le train chargé de carcinogènes déraille et vous avez une catastrophe environnementale. comme ce qui s'est passé récemment dans l'Ohio, n'est-ce pas? Oui, c'est le grand cas dans l'Ohio. Et puis, ils ont eu le Love Canal à New York, je pense. Et ensuite, il y a eu General Electric qui déversait tous les carcinogènes dans le fleuve Hudson. Vous savez, et beaucoup de ces gens avaient des permis du gouvernement pour faire toutes ces choses folles. Et ce n'est que plus tard que l'on découvre que cela cause une catastrophe environnementale. Mais vous savez, il y a de grandes quantités de produits chimiques déversés dans l'environnement, ce qui peut ensuite créer un problème chronique. Et vous combinez cela avec une mauvaise alimentation et un mode de vie. Et ensuite, vous avez l'effet synergique et interactif du carcinogène avec les autres aspects. Comme je l'ai dit, il est très difficile d'avoir un cancer. On doit vraiment maltraiter son corps pour avoir un cancer, car nous avons évolué pour être résistants au cancer. Nos ancêtres aborigènes, vivant naturellement, n'attrapaient presque jamais le cancer. C'est seulement quand vous êtes dans un environnement différent, exposé à des produits chimiques, mauvaise nourriture et autres, que vous risquez ces maladies chroniques. Mais il semble que tant de gens aujourd'hui luttent, souffrent du cancer, n'est-ce pas? Il y a quelque chose comme 2000 personnes qui meurent chaque jour de... Non, 1000. Plus de 1600 personnes par jour aux États-Unis meurent. Oui, mais je viens de dire d'où ça vient. Un mode de vie mourant. Je veux dire, regardez les gens. Ils ont souvent, quand nous regardons les patients atteints de cancer, ils ont souvent un diabète de type 2. Beaucoup d'entre eux sont en surpoids. Beaucoup d'entre eux ont toutes sortes d'autres problèmes. Oh, en plus, ils ont le cancer. Maintenant, il y a des gens qui sont minces et qui ont le cancer. Ils n'ont pas de diabète et ils n'ont pas... Et ces gens-là, leur corps peut être plus résistant à certaines choses évidentes comme l'obésité et des choses comme ça. Mais tout le monde qui a un cancer a des dommages à la phosphorylation oxydative. Donc nous avions, quand Albert Schweitzer, le grand médecin humanitaire, est allé dans les jungles d'Afrique, ils ont examiné 40 000 personnes sur plusieurs années et ils n'ont jamais trouvé une seule personne avec un cancer. Ils avaient donc toutes sortes de tailles et de formes corporelles, mais personne n'avait de cancer. Alors, que se passe-t-il? Ces gens vivent de la manière dont ils ont évolué, dans leurs environnements naturels. Il est donc clair que le cancer apparaît lorsque nous passons d'un environnement dans lequel nous avons évolué à un environnement créé par notre société industrialisée. Donc même si vous avez un poids normal, nous savons que beaucoup de personnes ayant un poids normal sont métaboliquement obèses. Ou métaboliquement déséquilibrées. Même une personne mince pourrait être métaboliquement déséquilibrée. Alors, ça, c'est, ou pas, faire de l'exercice. Vous savez, l'exercice est un moyen d'apporter de l'oxygène dans le système, de garder vos mitochondries en bonne santé. Vous savez, sauter quelques repas et marcher 2 miles, 3 miles par jour. Et tout d'un coup, et c'est une autre chose aussi, ce jeûne à l'eau uniquement que les gens font pendant plusieurs jours ou une semaine. Et je l'ai publié dans notre article sur les chiens. Vous devez lire l'article sur les chiens. C'est magnifique. Le chien avait une grosse tumeur sur le visage, une tumeur à mastocyte. Et une femme l'a donnée. Tout est écrit là-bas. Elle a mis le chien sur un régime de type carnivore loup, comme de la viande crue, des œufs crus, de l'huile de poisson et sa tumeur a complètement disparu, mais le chien ne recevait que de petites quantités de nourriture. Et ce que j'ai publié dans mon livre est le processus appelé cannibalisme autolytique. Alors, qu'est-ce que cela restreint, cette autoconsommation? Donc,
c'est comme l'autophagie. L'autophagie est un type d'autoconsommation. Mais l'autophagie implique la reconfiguration des organites à l'intérieur d'une cellule, une seule cellule. Une mitochondrie qui ne fonctionne pas complètement peut être consommée par le lysosome et les particules de la mitochondrie peuvent être redistribuées ou un autre organite. Le cannibalisme autolytique est là où vous auriez une croissance. Un cancer, par exemple, une croissance de cellules, ces cellules sont inefficaces dans leur métabolisme. Donc, comme je l'ai dit, lorsque tout le corps devient maintenant restreint, vous êtes en compétition contre le cancer. Les cellules sont maintenant en compétition contre les cellules normales et le corps a un système de surveillance. Il voit donc ces cellules qui ne portent pas leur poids et ne fonctionnent pas comme elles le devraient normalement, les attaque, les dissout, puis libère le carburant de ces cellules dans la circulation sanguine et les cellules normales l'absorbent. Et cela s'appelle autolytique, cannibalisme. Et cela peut aussi, nous avons des personnes qui font ces longs jeûnes, comme 21 jours ou quelque chose comme ça, et beaucoup d'entre elles ont un cancer. Et cela disparaît complètement. Le corps s'attaque à la cellule tumorale, l'utilise comme carburant pour le reste du corps. Fascinant. Alors, que s'est-il passé? Donc, dans le cas de ce chien, le chien a été mis sur ce régime carnivore, la tumeur a disparu? Oui. En environ 3 mois, les photos sont là-dedans. Donc, c'était un pitbull. C'est publié. Nous l'avons publié dans le journal d'oncologie de nutrition. Génial. Oui, c'est donc de toute façon grosse tumeur. La femme pensait que lorsque la tumeur a été diagnostiquée pour la première fois, c'était une tumeur à mastocytes sur la lèvre. Le régime alimentaire du chien, beaucoup de tumeurs à mastocytes, tumeur très courante chez le chien. Elle ne voulait pas de radiothérapie, de chimio, elle ne voulait rien de tout ça. Alors elle a donné au chien un régime végétarien. Des légumes crus avec des lentilles et un morceau de poisson cuit. Et la tumeur a grossi. Donc, la tumeur a commencé à grossir. Et puis, elle a écouté mon podcast alors qu'elle n'a aucune formation scientifique. Elle a juste écouté ce que nous avons fait avec les souris. J'ai publié ce que nous avons fait avec les souris. Elle a fait la même chose avec son chien. Et en quelques mois, la fichue tumeur a simplement rétréci et disparu. Et c'est un cannibale autolytique. Je l'ai publié. J'ai dit, le mécanisme est là. Et le chien était un pitbull. Il avait 7 ans lorsque la tumeur a été détectée pour la première fois. Elle a grossi pendant 2 ans. Un chien, à 9 ans, elle l'a finalement mis sur ce régime carnivore avec restriction calorique, régime cétogène carnivore, et en 3 mois, la tumeur a disparu. Le chien est mort de vieillesse à 15 ans d'une insuffisance cardiaque, ce qui est plus long que la normale. Les pitbulls vivent généralement jusqu'à un âge comparable. C'était l'équivalent d'un humain de 105 ans. Donc, le cancer n'est jamais réapparu et le chien est mort de vieillesse, d'une insuffisance cardiaque plutôt que d'une récidive de la tumeur. C'est donc notre seul cas, absolument convaincant, de guérison du cancer. Parce que la seule façon de savoir que vous avez guéri du cancer, c'est si vous mourrez de vieillesse, de quelque chose d'autre que le cancer. Parce que sinon, vous ne savez jamais si vous êtes guéri ou non. Vous savez, j'ai un cancer. Il n'est pas réapparu depuis 5 ans. 6 ans, il revient. Eh bien, vous n'étiez pas guéri. Vous étiez juste dans un état suspendu pendant 6 ans. Si vous mourrez à 98 ans et que le cancer ne revient jamais, vous étiez guéri. Eh bien, y a-t-il un moment où il est trop tard? Je veux dire, à mesure que le cancer progresse et que vous entrez dans ces... Comme c'est ce que je trouve. Stade avancé. Oui, trop tard. C'est quand une personne ne suit aucune thérapie. Et elle se présente avec des métastases partout dans son corps et elle ne peut pas respirer. Elle est vraiment au seuil de la mort. Cela signifie quelqu'un qui n'a juste rien fait pour cela. L'autre chose qui se produit, c'est quand les cancers sont traités encore et encore avec des produits chimiques toxiques et des radiations et ce genre de choses, et la personne dit que le cancer est réapparu. Eh bien, maintenant, le corps, votre corps, vos cellules saines ont été battues par les poisons et les radiations et toutes ces choses folles. Et vous, affaiblissez le corps. Vous libérez beaucoup. Et oh, vous buvez des boissons infamiles, mangez de la glace et des bonbons, et vous créez juste une situation où vous avez réduit, vous savez, la cellule cancéreuse,
est aux commandes, votre corps a été battu. Donc vous êtes vraiment tué par les traitements plutôt que par le cancer. Le cancer est là. Vous avez juste réduit la concurrence. Donc, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de gens meurent à cause des traitements. Les traitements contre le cancer, quand ils disent mourir de complications, cela pourrait être. Il y a beaucoup de choses. J'ai parlé à un certain nombre de biologistes du cancer, de médecins. Ils pensent que 50 de leurs patients qui meurent du cancer meurent des traitements. Donc, je veux dire, dites-moi une autre affection où vous devez être empoisonné et irradié pour vous rendre en bonne santé. Cela n'a aucun sens. J'ai essayé ces produits chimiques, le cisplatine, le carboplatine et mes souris. Les souris, je n'ai jamais vu si malade et si vite dans ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas croire qu'un être humain prendrait cette même substance dans son corps et penserait que ça va marcher. Et parfois, remarquablement, ça fonctionne. Nous avons des milliers et des milliers de survivants du cancer qui ont survécu à la radiation et à la chimio et à toutes sortes de choses qu'ils peuvent vous infliger. Mais beaucoup de ces personnes sont malades de nombreuses façons différentes. Ils ont toutes sortes de déséquilibres hormonaux, de problèmes neuropsychiatriques, de problèmes digestifs. Ils subissent toutes sortes de mutilations chirurgicales. Ils ont des problèmes de système immunitaire. Évidemment, prenez-le. Vous voulez vous porter volontaire, pourquoi pas? Quel est votre grand centre de cancérologie là-bas, à LA? Vous savez ce que c'est? Cedars-Sinai, je ne sais pas. Inscrivez-vous et dites que vous voulez leur meilleure thérapie contre le cancer. Non, merci. Oh, nous allons vous donner un cocktail de carboplatine, cisplatine, et puis nous allons juste cibler, irradier différentes parties de votre corps et vous revoir dans 3 semaines pour voir comment vous allez vous sentir. Wow, n'est-ce pas? Pourtant, nous avons quelqu'un avec un cancer et nous leur faisons ça. Dites-moi quelle est la logique de cela. Non, c'est terrible. Ma mère est en fait décédée d'un cancer du pancréas, mais elle avait de la démence pendant 8 ans avant cela. Et son cancer était, mais quand ils l'ont détecté, il avait déjà métastasé. Il y a des preuves de cela. Oui, et parce que son état de performance était si bas, elle n'était même pas candidate pour un traitement. Oui. Eh bien, le cancer du pancréas est un dur à cuire. C'est comme le glioblastome. Il vous frappe fort, avant même que vous sachiez que vous l'avez. Il est déjà bien développé. Mais encore une fois, chaque cellule et tissu de cancer du pancréas que nous avons examiné ont des mitochondries endommagées et ils fermentent. Donc, clairement, ils vont être vulnérables à ce genre d'approche. Mais personne ne fait ça. Et il n'y a aucune clinique, nulle part. Sauf certaines de celles que nous connaissons à différents endroits où ils reconnaissent cela, où ils s'attaqueraient simultanément au glucose et à la glutamine tout en mettant le corps en cétose nutritionnelle. Ce sera la solution au problème du cancer. Parce qu'une fois que vous faites cela, les résultats vont être spectaculaires. Et nous le savons déjà. J'ai publié ces rapports de cas. Nous avions ce foie. C'est quoi celui-ci ici? Thérapie par régime cétogène restreint pour le cancer du poumon métastatique. Ce gars avait un cancer du poumon. Il est grec. Il avait un cancer du poumon qui s'était propagé à son cerveau et à d'autres organes. Et mon collègue, le docteur Athanassis Evangelio, il a compris ce que je disais et il a dit, nous allons mettre ce gars dans un design métabolique restreint. Et il ne répondait pas à son traitement standard. Tout d'un coup, il a une réponse spectaculaire. Il est toujours en vie après 9 ans. Quand vous avez un cancer qui passe de votre poumon à votre cerveau, vous n'avez généralement pas très longtemps à vivre. Ce gars est vivant depuis 9 ans. Oh mon Dieu. Et nous en avons un autre. Nous avons un cancer du sein. Nous avons un certain nombre de ces personnes qui évitent d'être en phase terminale. Tous ces gens avaient un cancer en phase terminale qui s'est avéré ne pas l'être. Donc, cela peut fonctionner si vous le faites de la bonne manière. Il faut que des personnes compétentes fassent cela. Le patient doit être informé et coopératif. Et l'oncologue doit être informé et doit surveiller tous ces différents paramètres. Et alors vous verrez des résultats que vous n'auriez jamais cru possibles. Waouh, c'est tellement fascinant et tellement valorisant. Si, moi, ou Dieu nous en préserve, quelqu'un d'autre que j'aime, vous savez, développe un jour un cancer. N'importe qui écoutant cela, j'ai l'impression que vous offrez des informations si puissantes et importantes.
Je veux aborder le sujet de l'exercice parce que vous l'avez mentionné plusieurs fois. Y a-t-il une forme d'exercice qui est meilleure qu'une autre en matière de prévention du cancer? Ou sont-ils tous en quelque sorte, vous savez, sur un pied d'égalité? Je pense qu'il faut être comme pour prévenir le cancer. Je pense que tout, ce que vous faites, tout mouvement est bon. Soulever des poids, exercice isométrique, exercice cardiovasculaire. Vous faites une gamme de choses quand vous êtes jeune et que vous pouvez tout faire. En vieillissant, évidemment, vous avez de l'arthrite et vous avez des choses qui empêcheront un peu plus. Mais quoi que ce soit, nager, marcher, faire du vélo. Le problème, bien sûr, c'est qu'une fois que vous développez un cancer, certaines personnes sortent et commencent à courir des marathons et vont à la salle de sport, soulèvent tous ces poids. Vous allez créer un certain niveau d'inflammation systémique en faisant tout cela. Et vous voulez essayer d'éviter l'inflammation systémique. Donc, l'exercice cardiovasculaire peut être meilleur. Doucement, peut-être nager, marcher, peut-être un petit jogging. Pas de type d'exercice vraiment compétitif, seulement pour réduire l'inflammation. Mais quoi que ce soit cardiovasculaire, cela va apporter de l'oxygène. Cela va rendre vos cellules normales plus saines. Vous entrez dans une faible cétose avec un peu d'exercice et les cellules normales deviennent super saines. Vous renforcez la santé des cellules normales pour rivaliser avec les tumorales. C'est la stratégie de savoir quoi et comment faire. Eh bien, oui. Je veux dire, si je puis me permettre, l'entraînement en résistance peut provoquer de manière aiguë une certaine élévation des marqueurs inflammatoires. Mais je pense, à long terme, on finit par voir une réduction, je pense. Et aussi d'un point de vue de la santé métabolique, je pense que l'entraînement en résistance, d'après mes propres recherches et expériences, semble être, je veux dire, incroyablement important. Et aussi pour la population. Je dis juste, si vous n'avez pas de cancer, alors l'entraînement en résistance est vraiment extrêmement important. Mais si vous aviez un cancer et que vous vouliez éviter d'augmenter davantage l'inflammation dans le corps, alors vous devriez faire un exercice qui maintiendrait une inflammation plus basse. Mais si vous êtes en bonne santé, ces élévations inflammatoires dues à l'entraînement en résistance, votre corps s'adaptera et s'ajustera à tout cela. Et vous ne vous inquiétez pas de créer ou de favoriser un environnement qui faciliterait la survie d'une cellule tumorale. Vous parlez maintenant de prévention. C'est très différent que si vous avez la tumeur. Mais même si vous avez la tumeur, je veux dire, vous savez, développer du muscle, votre muscle squelettique sert à de nombreuses fins, dont l'une est, vous savez, l'élimination du glucose, n'est-ce pas? Encore une fois, oui, vous soulevez des poids. Oui, vous le faites. Mais vous ne le faites pas en soulevant des poids de style olympique, où vous devez soulever quelque chose comme 200 livres, où je vais mourir. Non, non, vous savez de quoi je parle. Nous allons par étapes, d'accord? Au lieu de soulever des haltères de 75 livres, 30 fois soulever un haltère de 20 livres. Ne le faites pas autant. C'est l'excès de ce que je dis. Je ne dis pas de ne pas faire d'entraînement de résistance. Je dis juste, ne faites rien d'aussi excessif que cela crée du stress sur le corps, qui va, d'une manière ou d'une autre, empêcher vos cellules normales de devenir aussi fortes et saines qu'elles peuvent l'être. Oui, je veux dire trop d'une bonne chose, dans n'importe quel scénario. Vous savez, je veux dire, c'est évident, vous savez? Oui, cela peut devenir une mauvaise chose. Qu'en est-il de quelque chose que je veux aborder? Je ne sais pas si vous avez des opinions fortes à ce sujet ou non, mais vous savez, on entend beaucoup parler de huile de graines raffinée, blanchie et désodorisée. Maintenant, dans le régime alimentaire américain standard, dans l'approvisionnement alimentaire. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai rien fait concernant les huiles de graines. Vous savez, nos souris ont ce qu'on appelle le cancer terminal, nos études précliniques, le cancer terminal. Et notre objectif est d'éliminer le cancer en phase terminale. Donc, je ne suis pas, vous savez, quand je donne des huiles de graines aux souris et découvre, vous savez, est-ce que cela aggrave la tumeur? Je veux dire, nous pouvons faire beaucoup de choses. Des gars en bas au Weill Cornell Cancer, nous nourrissons les souris. Du sirop Kairos, qu'est-ce que c'est? Du sirop de maïs à haute teneur en fructose. D'accord, eh bien, vous pouvez aggraver votre tumeur en faisant cela, vous savez, mais pouvez-vous attendre? Pouvez-vous
Dois-je boire une bouteille d'huile de graine pour le faire croître plus vite? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je veux dire, qui va faire quelque chose comme ça? Vous savez, je veux dire, il faut utiliser le bon sens, non? Un gars dit « Oh, j'ai un cancer du poumon métastatique ». Vous savez, il parle de cette huile de graine. Ils disent mais que ça pourrait ne pas être bon. Eh bien, laissez-moi boire cette bouteille d'huile de graine, voir si je peux aggraver cette tumeur. Je veux dire, qui va faire quelque chose comme ça? Vous seriez surpris. Il y a en fait des gens qui le feront. Réveillez-le. Je ne peux pas parler des huiles de graines. Vous savez, avez-vous eu un cancer parce que vous avez consommé trop d'huile de graines? Je ne sais pas. Alors, que ferez-vous si vous avez un cancer? Vous allez manger et boire plus d'huile de graines? Vous allez manger moins d'huile de graines? Je ne sais pas. Il y a juste certaines choses. Cette tumeur ne peut pas vivre sans glucose et glutamine. Concentrons-nous là-dessus. D'accord, juste. Je pense que cela vient, vous savez, parfois à cause de l'instabilité chimique, comme la nature instable de ces graisses polyinsaturées. Lorsqu'elles sont extraites de leur aliment entier, vous savez, et avec le chauffage répété en particulier, dans le contexte des aliments frits, elles deviennent. Il y a la pensée qu'elles deviennent pernicieuses. En raison de la création de, comme tous ces sous-produits oxydatifs, l'acroléine, je sais, est générée. Je pense que si vous avez un IMC de 35 et que vous êtes là à manger 4 livres de frites et de poulet frit, vous pourriez vouloir reconsidérer ce que vous faites. Voilà. Ça a du sens, non? Oui. Dans le cas de ce type, vous savez, il pourrait avoir quelque chose de vraiment inquiétant. Mais vous savez, de temps en temps, vous pouvez manger un morceau de poulet frit. Ça ne va pas vous tuer. Mais c'est juste à quelle fréquence vous en mangez et combien vous en mangez. C'est probablement plus susceptible d'être un problème. La dose fait le poison. Oui. Vous avez un peu parlé du plastique. Diriez-vous que c'est probablement utile, dans le cadre d'une stratégie holistique de prévention du cancer, de minimiser votre exposition au plastique et aux composés liés au plastique? Le plastique est partout. Il est partout. Je veux dire, il est partout. Je veux dire, soyons honnêtes. Je veux dire, c'est dans les bouteilles d'eau, c'est dans les sacs des supermarchés. C'est comme, je veux dire, mon Dieu, où allez-vous aller pour trouver un endroit? Il n'y a pas de plastique. Même l'océan est plein de plastique. Je veux dire, ils ont une grande chose. J'ai une île de plastique dans l'océan Pacifique. C'est comme plus grand que la Californie. Vous savez, c'est comme, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont tous ces animaux vivant dans le plastique aussi. Ils ont de nouveaux types d'animaux qui adorent les îles de plastique au milieu du Pacifique. Ils ne semblent pas être préoccupés par le plastique. Mais le problème est que, oui, le plastique est un contaminant environnemental. Comment? À quel point est-ce dangereux pour nous? Oui, c'est dangereux. Si ça entre dans notre corps, nous ne pouvons pas le décomposer. D'accord, nous avons trouvé des morceaux de plastique. Vous savez, ici, dans le Massachusetts, nous avons des huîtres de Wellfleet. C'est comme vraiment bon. Vous pouvez aller en Californie et obtenir des huîtres de Wellfleet. Elles sont délicieuses, n'est-ce pas? J'adore les huîtres. Nous avons un gars dans le couloir ici qui a analysé ces huîtres et a trouvé des morceaux minuscules de plastique dans ces fichues huîtres. Donc, c'est dans notre écosystème. Eh bien, les huîtres sont des filtreurs. Elles sont dans l'eau. Quelqu'un jette une bouteille en plastique de merde plastique dans l'océan. Je veux dire, ces filtreurs vont l'attraper, non? Donc, c'est dans notre environnement. C'est là. Est-ce bien de l'avoir là? Non, ce n'est pas bien de l'avoir là. Nous avons une autre personne dans notre département? Qui? Oh, qui? Qui a identifié les plastiques comme étant un véritable contaminant? Un vrai problème dans l'environnement. Et ils ont interviewé l'industrie du plastique et ils disent « Oh, nous faisons tout ce que nous pouvons pour empêcher cela de s'échapper. » Nous ne sommes pas vraiment préoccupés par cela, mais c'est partout. Donc, c'est une autre partie de notre environnement. D'accord. Nous vivons dans un environnement quelque peu toxique. Donc, même avec cela, vous savez, ce sont des agents provocateurs avec le régime approprié, avec le régime et le mode de vie inapproprié. Et puis, vous avez ces carcinogènes chimiques. Dans l'environnement, cela nous met en danger pour toutes ces choses. Mais ce que j'entends de vous, c'est que nous pouvons empiler les chances en notre faveur dans une certaine mesure. En mangeant un régime sain, en mangeant un régime qui est plus semblable au type de régime que nos ancêtres auraient pu consommer. Oui, absolument. Donc, vous pouvez réduire le risque. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez réduire le risque de vous exposer, mais nous avons une épidémie d'obésité. L'obésité nous met en danger de cancer.
Comment est-il possible que nous ayons autant de personnes obèses? Vous pensez qu'ils s'en soucient de quoi? Je veux dire, évidemment, ils ne s'en inquiètent pas. S'ils s'en inquiétaient, il n'y aurait pas autant de personnes grosses dans cette société. Oh, vous savez, la graisse augmente votre risque de cancer. Eh bien, évidemment, cela n'impacte personne. Même les petits-enfants deviennent gros maintenant. Et que se passe-t-il avec ça? Ils vont avoir une espérance de vie réduite. Donc, apparemment, quelqu'un ne s'en soucie pas ou n'est pas conscient de ce qui se passe. Ou ils blâment leurs gènes. Pas le fait que ma bouche ne fonctionne pas. Je dois blâmer mes gènes. Ou blâmer Samba. Blâmer l'industrie. Blâmer ceci. Blâmez-vous vous-même. C'est vous qui vous mettez en danger. Et nous devons aussi être conscients qu'il y a des gens qui sont piégés dans ces déserts alimentaires. Et ils n'ont pas les mêmes opportunités que d'autres personnes. Donc, ils sont vraiment piégés. Et ils n'ont pas d'autres options. Donc, je me sens mal pour ces gens parce ce sont eux qui vont être les plus à risque pour ces types de conditions et sans que ce soit de leur faute. Dans ces cas-là, ils se trouvent simplement dans un environnement qui va rendre leur vie un peu plus difficile. Nous devons le reconnaître. Eh bien, dans ce podcast, je veux dire, nous avons fait tellement d'épisodes sur comment perdre de la graisse, comment modifier votre composition corporelle pour un état plus sain. Donc, je pense qu'il est important de noter que le fruit le plus accessible que nous avons révélé ici est que vous devriez vraiment, si vous êtes en surpoids, si vous êtes obèse, cela devrait être la priorité numéro 1, n'est-ce pas? Ne pas être en surpoids. Eh bien, vous savez, le fait est que, oui, c'est vrai. Vous ne pouvez pas devenir en surpoids. La seule façon de devenir en surpoids est de manger. Il n'y a pas d'autre moyen que je connaisse pour que les gens prennent du poids sur leur corps à moins qu'ils ne mangent, n'est-ce pas? Je ne sais pas si les gens... Donc le problème est que vous le blâmez sur autre chose pour beaucoup de gens. En fait, le gouvernement a déclaré que l'obésité est une maladie. Que voulez-vous dire? C'est une maladie? Ce n'est pas une maladie. C'est une maladie de ne pas pouvoir fermer la bouche. C'est ça la maladie. Maintenant, Dieu nous en préserve. Nous pourrions offenser quelqu'un en disant cela, vous savez, mais c'est la réalité. Je ne connais personne qui soit devenu gros sans manger. Eh bien, il y a une blague. La personne A dit « L'obésité est héréditaire dans ma famille ». La personne B dit « Tu plaisantes? Personne ne court dans ta famille ». Eh bien, c'est vrai. Mais vous savez, le problème est que maintenant, nous allons investir des sommes énormes d'argent dans les médicaments pour voir si nous permettons à la personne de manger autant qu'elle veut tout le temps. Mais nous allons lui donner ce médicament. Et la seule façon de l'empêcher de manger est de lui donner l'impression d'être rassasié. C'est ce que fait la chirurgie bariatrique. Je veux dire, vous prenez votre estomac qui avait la taille d'un ballon de basket et maintenant vous le réduisez à la taille d'une noix. Et je prends 2 bouchées de ce que je mange, je suis rassasié. D'accord. Puis tout d'un coup, vous commencez à perdre des quantités massives de poids en très peu de temps. Mais certaines de ces personnes reprennent du poids, car elles n'ont jamais vraiment traité le problème. L'estomac commence à s'agrandir à nouveau. Et vous commencez à grossir à nouveau. Parce que vous n'avez jamais abordé le problème à la base, qui était de trop manger ou de manger en excès, ou de ne pas avoir de discipline, savoir ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. C'est difficile. Le cerveau est câblé. Nous devenons accros au glucose. Le glucose est comme une drogue. C'est comme essayer d'abandonner l'alcool ou les cigarettes ou quelque chose de ce genre. Ce n'est pas facile. Je ne veux pas faire croire que c'est une chose simple. Il suffit d'arrêter de manger. Vous êtes déjà accro à une molécule appelée glucose qui est présente dans ces types d'aliments ici qui vous rendent accro. Et cela rend beaucoup plus difficile d'arrêter de manger parce que c'est comme une drogue. C'est comme la cocaïne. C'est comme l'opium. Et le plaisir de manger quelque chose de sucré est simplement, nous avons évolué pour aimer les choses sucrées. Donc encore une fois, c'est dans notre patrimoine génétique de vouloir cela. Et l'industrie rend cela très, très facile à obtenir à bas prix. Et voilà. Et ça va être très difficile, très difficile. Oui. Un autre problème sous-estimé avec ces médicaments pour la perte de poids est que, à moins d'instaurer des habitudes saines, de commencer à faire de l'exercice et de modifier la composition des aliments que vous consommez, vous finissez par perdre beaucoup de muscles dans le processus. Oui.
Vous savez, à moins de faire de l'entraînement en résistance, à moins de faire de l'entraînement en résistance et de maintenir votre apport en protéines suffisamment, vous ne pouvez pas manger moins de tout, des aliments obésogènes que vous consommez déjà. C'est l'une des raisons pour lesquelles les régimes cétogènes et le jeûne, la dernière chose que nous faisons est de dissoudre le muscle. La graisse est là pour remplacer l'énergie, mais pour épargner le muscle. Le muscle est une nécessité, nécessité, parce que, et aussi le sucre dans le muscle est le glycogène. Il y a de longues chaînes de glucose là-dedans. Le muscle ne partage pas son énergie avec d'autres organes. Le foie peut partager parce qu'il stocke du glycogène. Donc, lorsque vous arrêtez de manger, le foie libère le sucre dans le sang. Mais le muscle ne partage jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de chasser, et tout d'un coup, vous devenez la proie et vous devez courir. Et vous devez vous enfuir de là. Et si votre muscle n'a pas de sucre, vous allez devenir la nourriture de celui qui vous poursuit. Donc vous devez avoir ça ou tuer celui qui essaie de vous tuer. Donc le muscle, c'est toute l'évolution. Si les gens ne comprennent pas la biologie évolutive, ils sont perdus. Tout est conçu sur des millions d'années pour accomplir des choses. Et c'est ça le truc. Donc le muscle a besoin d'énergie pour lui-même. Vous voulez l'épargner. Si vous voulez maigrir, vous voulez perdre de la graisse. Ne perdez pas de muscle. Donc, vous devez être. Lorsque vous êtes en perte de poids, vous devriez faire de l'exercice. Gardez les muscles forts. Perdez le poids et vous retrouverez une forme normale. Absolument. Qu'en est-il de l'alcool? Quelle est votre opinion? Quelles sont vos pensées sur l'alcool? Je pense que c'est très à la mode de nos jours. Beaucoup de gens renoncent à l'alcool. Ils y vont. Ils abandonnent une bouteille. Parce que je pense que les données que j'ai vues, ou du moins les gros titres qui semblent apparaître sur la première page de tout le monde, c'est que, vous savez, des décennies de recherche ont été renversées. La consommation modérée n'est plus considérée comme bonne pour vous. C'est un cancérigène connu. Quelles sont vos pensées sur Boston? Je ne sais pas. Je descends juste à Boston pendant un match des Red Sox. Apparemment, ces gens n'ont jamais entendu parler du match des Boston Bruins Celtics. Je veux dire, les bars sont pleins avant le match. Soyons honnêtes, n'est-ce pas? Je veux dire, chaque fois qu'un joueur de basket entre dans les gradins, il renverse la bière de tout le monde. Tu sais, alors, vous savez, c'est comme tout. Je suppose qu'il y a de la modération. Et, vous savez, nous n'allons pas revenir en arrière. Je veux dire, les gens aiment la bière, les gens aiment le vin, les gens aiment les cocktails, n'est-ce pas? Je pense que je bois des cocktails, je bois de la bière, je bois du vin, n'est-ce pas? Je veux dire, si quelqu'un doit mourir d'un cancer à cause de boire ça, vous savez, un verre de bière, je prendrai mon risque. Je ne vais pas. Je ne vais pas dire ça. Je veux dire, mais si vous êtes ivre tous les soirs, que vous rampez partout, que vous ne trouvez pas où est la salle de bain, vous pourriez avoir un problème. Vous savez, c'est comme tout, je pense, si vous faites les choses avec modération. Bien que, soyons honnêtes, les êtres humains ne sont pas la plupart. Avez-vous déjà remarqué, avez-vous déjà trouvé un vrai gars modéré? Ce gars, je ne prends que 2 verres de vin chaque jour. Je ne mange que 3 bouchées de ceci. Je fais juste assez d'exercice pour me maintenir. Je ne vois jamais de gars comme ça. Ils sont toujours en train de faire quelque chose de manière massive. Vous savez, je suis sûr qu'il y a quelques modérés là-bas, mais ils ne sont pas aussi nombreux que les gens impulsifs. Oui, je veux dire, c'est un peu comme ma façon de penser. Quelqu'un qui est capable de modérer sa consommation de quelque chose qui est généralement considéré comme très plaisant, que ce soit l'alcool, la crème glacée ou la malbouffe, vous savez, vous pourriez voir un signal au moins dans la littérature d'observation, et je n'ai pas validé cela, mais que comme c'est la capacité à être modéré qui est en fait ce qui est causal, créant les bons résultats de santé que nous observons. Je pense que oui, discipline et modération. Je veux dire, mais oui, ces propriétés sont pas faciles à trouver de nos jours. Je pense que oui. Vous savez, mais cela s'éloigne un peu du sujet. Vous savez, vous êtes. Nous travaillons sur la gestion du cancer et c'est notre principal objectif. Et toutes ces autres choses sont, vous savez, des facilitateurs ou des perturbateurs ou peu importe. Mais l'idée est que lorsque vous avez un cancer en phase terminale, supposément, de stade 4, et que vous pouvez vivre plus longtemps, en le gérant, grâce à
un régime médicamenteux très strict, une combinaison, une stratégie thérapeutique Price-Pulse, je pense que vous avez une meilleure chance de survie à long terme, avec une meilleure qualité de vie que vous pourriez avoir si vous choisissiez une autre direction. Donc je pense que c'est sur cela que nous devrions toujours concentrer notre attention. C'est une épidémie de cancer. Elle tue plus de 1700 personnes par jour et elle cause d'énormes souffrances et douleurs aux familles partout dans le monde. Et je pense que cela ne doit pas arriver. Et je pense que nous pouvons facilement réduire ce taux de mortalité de 50% en 5 à 7 ans si nous faisions ce que nous savons être le bon chemin. Et je pense que nous devons rester concentrés là-dessus avec une précision laser. Je veux dire, ces autres questions sont certainement importantes et méritent d'être discutées. Mais le problème est que la personne qui a maintenant un cancer de stade 4 ne peut pas se soucier de ce qu'elle aurait dû faire, de ce qu'elle a fait et de tout cela. Son temps sur la planète est limité. Et vous voulez vous assurer que cette personne puisse prolonger autant que possible le temps de sa vie avec une qualité de vie. Et c'est notre objectif. Et notre succès, c'est cet homme avec le cancer du poumon, cet homme avec le cancer du cerveau, cette femme avec le cancer du sein. Toutes des personnes en phase terminale qui vivent bien au-delà de ce qui aurait été prévu si elles avaient choisi un autre chemin. Et je pense que nous devons garder cela à l'esprit tout le temps. Et c'est pourquoi je ne parle pas beaucoup de ces choses, sauf de manière improvisée, mais nous sommes concentrés avec précision sur l'amélioration de la survie avec le cancer. Notre financement provient principalement de fondations privées et de la philanthropie. Donc, je ne reçois pas d'argent du gouvernement fédéral pour mener cette recherche. Nous avons donc beaucoup de personnes qui voulaient faire partie de ce nouvel élan de la gestion du cancer en utilisant la science que nous savons devoir être à l'avant-garde. Développer des combinaisons régime-médicaments qui permettront aux gens de gérer leur cancer sans toxicité. C'est l'avenir. La thérapie métabolique par impulsion pressée finira par, je ne sais pas combien de temps cela prendra, remplacer toutes les choses folles que nous faisons aujourd'hui à ces patients atteints de cancer. Ce que nous faisons aujourd'hui avec des produits chimiques toxiques, des immunothérapies, toutes ces sortes de choses folles, tout est basé sur la théorie des mutations somatiques. Et essentiellement, elles sont médiévales dans la façon dont elle traite les gens. Nous essayons donc d'éliminer cela et de ramener le domaine là où il devrait être. Le cancer est une maladie métabolique qui peut être gérée avec les médicaments et les régimes appropriés qui dégraderont lentement les tumeurs tout en améliorant la santé et la vitalité du corps. C'est donc ce que nous savons qui peut se produire. Il doit y avoir une volonté nationale ou une volonté individuelle pour le faire. Et je pense que c'est l'aspect le plus important de tout cela. Cela me surprend que vous n'ayez pas pu obtenir, je veux dire, une partie du budget du NIH, comme celui du cancer, 0%. De cela est destiné à votre recherche et à d'autres chercheurs qui abordent cela d'un point de vue métabolique. Non, il y a beaucoup de choses métaboliques, mais c'est sous le prétexte que les gènes contrôlent le métabolisme. Donc le cancer est une maladie génétique. Si vous allez sur le site du NCI national, le site de l'Institut national du cancer, allez-y, demandez à vos spectateurs d'y aller et de voir ce qu'il dit. Le cancer est une maladie génétique. De quoi est-ce que je parle? Je dis non, ce n'est pas une maladie génétique, c'est une maladie métabolique. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes séquencent des gènes. En fait, quand vous faites des biopsies de tissus, vous avez cette mutation, c'est sans importance. C'est de ça que je parle. Donc, ce genre de recherche, et les gens pensent que c'est important. Vous savez, mon cancer a la mutation P53.1, la mutation du gène ALK. C'est sans importance. Votre cellule cancéreuse fermente. Éliminez la fermentation. Quand vous tuez le cancer, quelle différence cela fait-il? Quelles mutations ont-ils là-dedans? Donc tout le monde a été amené à croire que « mon cancer sera traité par cela ». Et puis ils utilisent des poisons et des radiations, ou des immunothérapies, CAR-T, Keytruda, Opdivo, toutes ces choses folles dont vous entendez parler. Elles sont toutes basées sur la théorie des mutations somatiques du cancer. Si le cancer n'est pas une maladie génétique, pourquoi utilisez-vous ces choses-là? Eh bien, ça fonctionne sur certaines personnes, c'est sûr, mais ça tue presque autant de personnes de l'autre côté. Alors, que faites-vous? Ce n'est pas basé sur la compréhension scientifique de la maladie. C'est là où était mon problème. Mon problème est pourquoi le domaine, et c'est une autre grande discussion, pourquoi le domaine ne va-t-il pas dans cette direction?
parce qu'il y a évidemment d'autres problèmes. Oui, eh bien, je vous remercie pour votre travail en tant que membre de la famille ou quelqu'un qui est décédé à cause du cancer. Je veux dire, cela a définitivement affecté ma vie et je suis sûr que cela a affecté la vie de nombreuses personnes qui ont écouté ceci. Merci beaucoup pour votre travail, docteur Seyfried. Oui, eh bien, merci Max. C'était vraiment bien. Et finalement, les gens finiront par savoir et les choses changeront. Nous ne pouvons pas continuer sur le même chemin que nous avons suivi ces 50 ou 60 dernières années. Comment pouvons-nous aider? Eh bien, je pense que la meilleure façon était les personnes qui veulent soutenir notre recherche. Elles font un don à la Fondation de thérapie métabolique du cancer de Travis Christopherson, qui a mis en place une fondation qui soutient beaucoup de notre travail. Et beaucoup de gens m'envoient un email et je leur envoie un kit d'informations et je le leur donne gratuitement. Mais si les informations dans le kit les aident, eux et leurs proches, et quoi que ce soit, je leur demande simplement de se sentir libres de faire un don à la Fondation pour la thérapie métabolique du cancer si les informations que je leur donne leur sont utiles. Donc je ne leur fais rien payer. Je ne fais payer personne pour quoi que ce soit. Vous savez, je suis professeur dans une université. Je suis payé par l'université. Je ne suis pas payé pour tout ça. Donc, mais je reçois un soutien pour la recherche afin de soutenir les recherches que nous menons dans le laboratoire à côté en développant des thérapies diététiques et médicamenteuses dans la stratégie métabolique PressPulse. C'est là que les gens font des dons aux fondations. La fondation, par l'intermédiaire de l'université, soutient notre travail. Et ensuite, nous pouvons continuer à faire cela. Et je ne suis contrôlé par rien d'autre que le type d'expérience que je veux mener pour voir si je peux maintenir les gens dans des systèmes précliniques en vie plus longtemps. C'est l'essentiel. Combien de temps pouvez-vous vivre avec un cancer en phase terminale dans un état de santé?